Sophie trouva Étoile gisant dans la boue, sa jambe infectée, témoignant de la trahison de son père. Dans les yeux du cheval agonisant, la fillette de 5 ans reconnut un appel qui transformerait leur destin et celui de toute une communauté. Le ciel gris de novembre pesait sur les épaules de Jacques Moreau, tandis qu'il contemplait les champs détrempés de sa ferme dans la campagne normande. Les dernières pluies avaient transformé la terre en boue collante, rendant chaque pas laborieux. À 45 ans, son visage buriné par le soleil et les intempéries portaient les traces d'une vie de labeur. Mais ces derniers temps, était l'inquiétude qui creusait les rides autour de ses yeux. La ferme des Moreau, autrefois prospère, luttait désormais pour sa survie. La sécheresse de l'été précédent avait décimé les récoltes et les dettes s'accumulaient comme les nuages noirs à l'horizon. Jacques s'approcha de l'écurie, le cœur lourd. Le hennissement faible qui l'accueillit ne fit qu'accentuer sa détresse. « Comment va-t-il ce matin ?» demanda Élise, son épouse, qui venait de le rejoindre, une tasse de café fumant entre les mains. Jacques secoua la tête, incapable de masquer son désespoir. « Pas mieux. Le vétérinaire dit que sa jambe ne guérira jamais complètement. Il ne pourra plus travailler comme avant. » Étoile, leur robuste percheron de 8 ans, gisait sur la paille fraîche, sa respiration laborieuse trahissant sa souffrance. Sa jambe avant droite, enflée et douloureuse depuis l'accident dans le champ pierreux 3 semaines auparavant, refusait de guérir correctement. « Docteur, Lefebvre a dit que les soins coûteront au moins 2000 €, murmura Jacques. Et même avec ça, il pourrait rester infirme. Le silence qui suivit était plus éloquent que n'importe quelle parole. 2000 € qu'il n'avait pas. 2000 € alors que la banque menaçait déjà de saisir la ferme si les échéances n'étaient pas respectées. « On trouvera une solution ?» dit Élise, mais sa voix manquait de conviction. Elle posa une main réconfortante sur l'épaule de son mari avant de retourner vers la maison où leur fille Sophie, 5 ans à peine, prenait son petit déjeuner, inconsciente du drame qui se jouait. Jacques s'accroupit près d'Étoile, caressant doucement son encolure puissante. « Je suis désolé, mon vieux, » chuchota-t-il, la gorge nouée. L'animal tourna vers lui ses grands yeux bruns, comme s'il comprenait l'impuissance de son maître. Ce cheval n'était pas qu'un simple outil de travail. Depuis 4 ans qu'il l'avait acheté, Étoile était devenu presque un membre de la famille. Sa force tranquille avait permis à la ferme de survivre quand le vieux tracteur avait définitivement rendu âme. Et maintenant, il représentait un gouffre financier que Jacques ne pouvait se permettre. De retour à la maison, Jacques trouva Sophie assise à la table de la cuisine, ses petites jambes se balançant au-dessus du sol. Ses boucles blondes encadraient un visage d'ange, illuminé par un sourire qui fondait habituellement le cœur endurci de son père. Mais ce matin-là, même l'innocence de sa fille ne parvenait pas à dissiper les nuages sombres qui obscurcissaient son esprit. « Papa, est-ce que je peux aller voir Étoile aujourd'hui ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. Jacques échangea un regard avec Élise qui détourna les yeux, incapable de soutenir cette conversation. « Pas aujourd'hui, ma puce. Étoile est malade. Il a besoin de repos. Mais je pourrais lui lire une histoire. Quand je suis malade, tu me lis des histoires et je me sens mieux, » insista Sophie avec la logique imparable des enfants. « Une autre fois, peut-être, » répondit Jacques, se forçant à sourire tandis qu'il ébouriffait tendrement les cheveux de sa fille. Cette nuit-là, après avoir bordé Sophie, Jacques et Élise s'assirent à la table de la cuisine, les factures étalées devant eux comme autant de sentences. « On n'a pas le choix, Élise, » dit finalement Jacques, brisant un long silence. « On ne peut pas se permettre ces soins. Et un cheval qui ne peut pas travailler, je sais, » murmura Élise, les yeux brillants de larmes contenues. « Mais que va-t-on dire à Sophie? Elle adore Étoile. » Jacques passa une main fatiguée sur son visage. « On lui dira qu'il est parti dans une ferme où on soigne les chevaux malades. Elle est petite, elle finira par oublier. » Le lendemain matin, avant l'aube,
Jacques attela sa vieille camionnette à la remorque pour chevaux. Avec une douceur contrastant avec sa carrure imposante, il aida Étoile à se lever et à boiter jusqu'à la remorque. L'animal, confiant, suivit son maître sans résistance, ignorant ce qui l'attendait. 1 heure plus tard, Jacques s'arrêtait près d'un pré isolé appartenant à un cousin éloigné, à plus de 20 kilomètres de la ferme. Un ruisseau traversait le terrain et quelques arbres offraient un abri rudimentaire. C'était tout ce qu'il pouvait offrir à son fidèle compagnon. « Je suis désolé », répéta-t-il en libérant Étoile dans l'enclos abandonné. « Je n'ai pas d'autre choix. » Le cheval S éloigna de quelques pas hésitants avant de se retourner, comme étonné que son maître reste près de la barrière. Jacques détourna le regard, incapable de supporter l'incompréhension qu'il lisait dans les yeux de l'animal. « Adieu, mon ami », souffla-t-il avant de remonter dans sa camionnette. Sur le chemin du retour, les larmes qu'il avait retenues si longtemps coulèrent librement sur ses joues tannées par le soleil. Il se répétait que C était la seule solution, que le cheval avait une chance de survivre, que quelqu'un le trouverait peut-être et en prendrait soin. Mais au fond de lui, Jacques savait qu'il venait de condamner Étoile à une mort lente et solitaire. Quand il rentra à la ferme, Élise l'attendait sur le pas de la porte, son visage trahissant la même culpabilité qui rongeait Jacques. « C'est fait ?» demanda-t-elle simplement. Jacques acquiesça, incapable de parler. « Sophie dort encore », dit Élise. « Gaël n'a pas demandé où tu étais. » Ce soir-là, lorsque Sophie demanda pourquoi Étoile N était plus dans l'écurie, Jacques lui raconta l'histoire préparée. Une ferme spéciale, des vétérinaires experts, un traitement qui prendrait du temps. Les mots sonnaient faux à ses propres oreilles, mais Sophie sembla les accepter, même si une ombre de tristesse traversa son regard d'enfant. Cette nuit-là, Jacques ne trouva pas le sommeil. Allongé dans le noir, il revoyait sans cesse Étoile S, éloignant boitant dans ce pré inconnu, abandonné par l'homme en qui il avait toute confiance. Et malgré toutes ses justifications, une pensée implacable le torturait. Il avait trahi non seulement son cheval, mais aussi une partie de lui-même, celle qui, autrefois, n'aurait jamais accepté d'abandonner un être vivant à son sort. À l'aube, épuisé par ses remords, Jacques se leva pour commencer une nouvelle journée de travail, ignorant que le destin s'apprêtait à tisser un fil inattendu entre lui, sa fille et le cheval abandonné. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine tendue à la ferme des Moreau. Jacques S épuisait dans les champs, rentrant chaque soir plus silencieux, plus voûté. Élise s'affairait dans la maison, évitant les questions de Sophie sur Étoile avec des réponses de plus en plus évasives. L'absence du cheval créait un vide presque palpable, comme un fantôme invisible hantant les recoins de la ferme. Sophie, malgré son jeune âge, percevait ce changement. Ses parents ne se disputaient pas, non. C'était quelque chose de plus subtil. Des regards détournés, des soupirs étouffés, des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand elle entrait dans une pièce. Et puis, il y avait cette écurie vide qu'elle passait voir chaque jour, espérant y retrouver son ami à 4 pattes. Un matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner, Sophie brisa le silence pesant de la cuisine. « Quand est-ce que Étoile va revenir de l'hôpital des chevaux ?» Jacques, qui lisait le journal sans vraiment le voir, sursauta légèrement. Il leva les yeux vers sa fille, puis vers Élise, qui préparait des tartines, le dos tourné. Sa femme S était figée, attendant sa réponse. « Ce sera long, ma puce », répondit-il finalement. « Les médecins doivent donc faire beaucoup d'examens. Mais il va guérir, n'est-ce pas ?» insista Sophie, ses grands yeux bleus fixés sur son père avec cette confiance absolue que seuls les enfants peuvent avoir. Jacques sentit sa gorge se serrer. « On l'espère, ma chérie, on l'espère tous. » Ce mensonge le brûlait de l'intérieur, ajoutant chaque jour une nouvelle couche à sa culpabilité. La nuit, il rêvait d'Étoile, seul dans ce pré désolé, le regardant s'éloigner avec ses yeux emplis d'incompréhension. Parfois, dans ses cauchemars,
Était Sophie qui se tenait à côté du cheval, l'accusant en silence. À l'école du village de Saint-Lambert, la maîtresse, Madame Dubois, remarqua le changement chez Sophie. D'habituellement bavarde et enjouée, la petite fille était devenue taciturne, dessinant inlassablement le même cheval pendant les activités artistiques. « Qu'est-ce qui préoccupe Sophie ?» demanda-t-elle à Élise lors d'une rencontre fortuite devant l'épicerie du village. Élise hésita, tiraillée entre la honte et le besoin de partager ce fardeau. « Notre cheval est malade. Jacques a dû l'emmener ailleurs pour qu'il se repose. » Madame Dubois hocha la tête, mais son regard perçant semblait voir, au-delà des mots, des Élise. Les enfants sentent nos inquiétudes, même quand on essaie de les leur cacher, dit-elle simplement, avant de s'éloigner. Ces paroles résonnèrent en Élise durant tout le trajet du retour. Était-ce juste l'absence des étoiles qui affectait Sophie, ou ressentait-elle aussi le poids du mensonge qui alourdissait l'atmosphère de leur foyer? Un soir, alors que Élise bordait sa fille, Sophie lui demanda d'une petite voix « Maman, est-ce qu'on peut aller voir Étoile à l'hôpital, même si on ne peut pas le ramener à la maison tout de suite ?» Élise sentit son cœur se fissurer devant la supplique innocente de sa fille. « Ce n'est pas si simple, ma puce. L'hôpital est très loin et... Mais je lui ai fait un dessin, interrompit Sophie, montrant une feuille colorée cachée sous son oreiller, pour qu'il guérisse plus vite. Le dessin montrait Étoile, reconnaissable à sa tache blanche en forme d'étoile sur le front, entourée de Sophie et de fleurs multicolores. Dans le coin, une maison qui représentait clairement leur ferme attendait le retour du cheval. « C'est magnifique, mon cœur », murmura Élise, la voix brisée par les émotions. « Je suis sûre que Étoile l'adorera. » Cette nuit-là, elle pleura silencieusement dans les bras de Jacques. « On ne peut pas continuer comme ça, » souffla-t-elle. « Ce mensonge nous détruit tous. » Jacques resta silencieux, caressant mécaniquement les cheveux de sa femme. Que pouvait-il faire? Dire la vérité à Sophie? L'idée de voir la déception et la douleur dans les yeux de sa fille lui était insupportable, mais ce secret empoisonnait lentement leur famille. Le lendemain, alors que Jacques réparait la clôture du poulailler, il remarqua que Sophie S. était assise sur une souche d'arbre à quelques mètres de lui, observant ses gestes avec attention. « Tu veux m'aider, ma puce ?» proposa-t-il, espérant créer un moment de complicité pour dissiper un peu de la distance qui s'était installée entre eux. Sophie s'approcha et prit solennellement les clous qu'il lui tendait. Pendant quelques minutes, ils travaillèrent en silence, la petite main de Sophie se tendant pour lui donner un clou chaque fois qu'il finissait d'en planter un. « Papa, dit-elle soudain, pourquoi tu es triste depuis que Étoile est partie ?» La question, si directe et perspicace, prit Jacques au dépourvu. Il s'arrêta, le marteau suspendu en l'air. « Je m'inquiète pour lui, c'est tout, » répondit-il maladroitement. « Tu crois qu'il est triste aussi, sans nous ?» insista Sophie. Jacques reposa lentement son marteau, incapable de continuer à feindre la normalité. « Oui, ma puce. Je crois qu'il est triste. Alors pourquoi on ne va pas le chercher ?» demanda-t-elle avec cette logique implacable des enfants. « Ce n'est pas si simple !» commença Jacques, répétant sans le vouloir les mots exacts de Élise la veille. « Pourquoi ?» Ce simple mot résonnait comme une accusation. Jacques regarda sa fille, cet enfant qui lui ressemblait tant avec son entêtement et sa franchise. Comment lui expliquer les dures réalités de la vie d'adulte, les compromis amers, les choix impossibles? Parfois, les grandes personnes doivent prendre des décisions difficiles, dit-il finalement. Des décisions qui font mal au cœur, mais qu'on croit nécessaires. Sophie sembla réfléchir à ces paroles, son petit front plissé par la concentration. Comme quand tu m'as dit que je ne pouvais plus avoir de bonbons tous les jours parce que c'est mauvais pour mes dents. Malgré lui, Jacques sourit. Un peu comme ça, oui.
sauf que c'est beaucoup plus compliqué. Les histoires compliquées, c'est souvent parce que les grandes personnes les rendent compliquées, déclara Sophie avec une sagesse déconcertante. Sur ces mots, elle déposa le reste des clous dans la main calleuse de son père et éloigna vers la maison, laissant Jacques immobile, les yeux fixés sur ces petits morceaux de métal qui semblaient soudain peser aussi lourd que sa conscience. La vie à la ferme avait toujours suivi le rythme des saisons, immuable et prévisible. Mais depuis le départ d'Étoile, quelque chose s'était brisé dans cette harmonie. 2 semaines s'étaient écoulées et le fossé entre Jacques et sa famille semblait s'élargir chaque jour davantage. Un matin particulièrement frais, Jacques surprit une conversation entre Élise et Sophie dans la cuisine. Il s'apprêtait à entrer quand la voix de sa fille le figea sur place. « Maman, j'ai fait un rêve », disait Sophie. Étoile était tout seul dans un grand champ et il pleurait parce qu'il ne pouvait pas rentrer à la maison. Le silence qui suivit était assourdissant. Jacques pouvait presque sentir la détresse de Élise à travers la porte. « Ce n'était qu'un rêve, ma chérie », répondit finalement sa femme, mais sa voix tremblait légèrement. « Non, maman, c'était vrai, je le sais. » La conviction dans la voix de Sophie était troublante. « Étoile m'appelle. Il veut que je vienne le chercher. » Jacques éloigna silencieusement, le cœur lourd. La connexion entre sa fille et le cheval avait toujours été spéciale, presque mystique. Était-il possible que d'une certaine façon, Sophie ressente vraiment la détresse de Étoile? Ses pensées irrationnelles le hantèrent toute la journée, tandis qu'il travaillait mécaniquement dans les champs. À plusieurs reprises, il se surprit à regarder en direction du pré lointain où il avait abandonné son cheval. Était-il encore en vie? Souffrait-il? L'image de Étoile, affaiblie et confus, le tourmentait. Ce soir-là, la ferme des Moreau reçut une visite inattendue. Le vieux monsieur Leroy, un fermier voisin dont les terres jouxtaient celles de Jacques, frappa à leur porte alors qu'ils terminaient le dîner. « Bonsoir, Jacques, » dit-il en enlevant sa casquette usée. « Je peux te parler un moment ?» Les 2 hommes éloignèrent vers la grange, laissant Élise et Sophie à l'intérieur. Le visage de monsieur Leroy, habituellement jovial, était inhabituellement grave. « J'ai entendu des rumeurs au village, » commença-t-il sans préambule. « On dit que tu as abandonné ton cheval blessé. » Jacques sentit son sang se glacer. « À qui vous a raconté ça? Peu importe. Est-ce vrai? » insista le vieil homme. Jacques détourna le regard, incapable de mentir à cet homme qui avait été l'ami de son père. « Je n'avais pas le choix, monsieur le roi. Les soins coûtaient trop cher, et la ferme est déjà au bord de la faillite. » Le vieux fermier soupira profondément. « Je comprends les difficultés, mon garçon, mais abandonner un animal qui t'a servi fidèlement. Ce n'est pas ce que ton père t'a enseigné. » Ces mots frappèrent Jacques comme un coup de poing. Son père, décédé 5 ans plus tôt, avait été un homme d'une intégrité sans faille, respectueux de la terre et des animaux qui la peuplaient. « Et que devrais-je faire ?» s'emporta Jacques, la frustration et la culpabilité se transformant en colère. « Regarder ma famille mourir de faim pour sauver un cheval? Il y a toujours d'autres solutions quand on prend le temps de les chercher, » répondit calmement monsieur Leroy. « Ton père aurait trouvé un moyen. » Sur ces mots, le vieil homme remit sa casquette et éloigna dans la nuit, laissant Jacques seul avec sa honte ravivée. Lorsqu'il rentra dans la maison, Élise l'attendait, le visage tendu. « Qu'est-ce qu'il voulait ?» demanda-t-elle. « Parler des étoiles !» répondit Jacques, s'effondrant sur une chaise. « Apparemment, tout le village est au courant. » Élise s'assit en face de lui, ses mains entourant une tasse de thé depuis longtemps refroidie. « Jacques, je pense qu'on devrait dire la vérité à Sophie, pour qu'elle me déteste, » s'exclama-t-il. « Bon, pour qu'elle sache que son père est un monstre qui abandonne les animaux blessés, pour qu'elle comprenne que parfois, la vie nous force à faire des choix terribles, » corrigea doucement Élise. « Elle est petite, mais elle n'est pas stupide.
Elle sent que quelque chose ne va pas. Jacques se prit la tête entre les mains. « Je ne peux pas, Élise. Je ne peux pas voir la déception dans ses yeux. » Un silence lourd s'installa entre eux, peuplé de non-dits et de regrets. « Où est Sophie ?» demanda soudain Jacques, réalisant que la maison était trop silencieuse. « Dans sa chambre. Je l'ai mise au lit il y a 1 heure, » répondit Élise. Quelque chose dans le ton de sa femme alerta Jacques. « Tu es sûr ?» Sans attendre de réponse, il se précipita vers l'escalier, grimpant les marches 4 à 4. La porte de la chambre de Sophie était fermée. Il frappa doucement. « Sophie, ma puce ?» Aucune réponse. Le cœur battant, il ouvrit la porte. La chambre était vide. Le lit était défait, comme si Sophie S. était levée après que Élise l'ait bordée. Sur l'oreiller, un dessin, étoile, entouré de cœurs, et une flèche pointant vers un endroit marqué d'une croix. « Elle est partie le chercher », murmura Jacques, glacé d'effroi. Élise, qui l'avait rejoint, porta une main à sa bouche. « Mon Dieu, comment aurait-elle pu savoir où il est ?» Jacques se rappela soudain la voiture qu'il avait empruntée pour transporter Étoile. « La boîte à gants ?» dit-il, la voix étranglée. « J'avais noté l'adresse du pré sur un papier. Elle a dû la trouver. »« Mais c'est à plus de 20 kilomètres. »« C'est » écria Élise, paniquée. « Elle ne peut pas y aller seule. » Elle n'a que 5 ans. Ils dévalèrent l'escalier et se précipitèrent dehors. La nuit était tombée et un vent froid était levé, présage d'une tempête imminente. Jacques courut vers sa camionnette, Élise sur ses talons. « J'appelle la gendarmerie ?» dit-elle, sortant son téléphone d'une main tremblante. « Non !» s'écria Jacques. « En s'ils apprennent pour Étoile. Notre fille est quelque part dehors, seule dans la nuit, » cria Élise, la voix brisée par la peur. « Je me fiche qu'ils découvrent ce que tu as fait. Je veux juste retrouver Sophie. » Jacques s'arrêta net, frappé par la vérité de ces mots. Qu'importèrent les conséquences légales ou sa réputation. Sa petite fille était en danger. « Tu as raison, » admit-il. « Appelle-les, dis-leur tout. » Je vais prendre la camionnette et suivre la route principale. Elle a forcément pris ce chemin. Tandis qu'Élise composait frénétiquement le numéro des secours, Jacques démarra en trombe. La pluie commençait à tomber, d'abord doucement, puis en lourdes gouttes qui martelaient le pare-brise. Les essuie-glaces battaient furieusement, peinant à maintenir une visibilité suffisante. « Sophie !» criait-il par la fenêtre ouverte, scrutant les bas-côtés de la route. « Sophie, où es-tu » Ses phares balayaient la route sinueuse qui traversait la campagne endormie. Comment une petite fille pourrait-elle parcourir une telle distance? Et pourtant, Sophie avait toujours été déterminée, presque têtue, si elle s'était mise en tête de retrouver Étoile. Soudain, un éclair illumina la campagne, révélant une petite silhouette au loin sur le bord de la route. Jacques écrasa la pédale de frein, manquant de déraper sur la chaussée mouillée. Il bondit hors de la voiture. « Sophie !» hurla-t-il contre le vent qui s'intensifiait. La silhouette se retourna. C était bien elle, trempée jusqu'aux os, son petit sac à dos rose sur les épaules, ses cheveux blonds collés sur son visage pâle. Jacques courut vers elle et la souleva dans ses bras, la serrant si fort qu'il craignit un instant de lui faire mal. « Papa !» murmura Sophie, grelottant de froid. « Je dois trouver Étoile, il m'attend. » Jacques sentit les larmes se mêler à la pluie sur son visage. « Oh, ma puce, ma courageuse petite fille, ne me refais jamais une peur pareille. » Il l'enveloppa dans sa veste et la porta jusqu'à la camionnette, où il poussa le chauffage au maximum. Après avoir appelé Élise pour la rassurer, il regarda sa fille, enveloppée dans une couverture qu'il gardait dans la voiture. « Sophie, ce que tu as fait est très dangereux. Tu aurais pu te perdre, ou pire. »« Mais papa, » dit-elle avec une conviction bouleversante, « Étoile a besoin de moi. Tu as dit qu'il était dans un hôpital, mais j'ai entendu Monsieur le Roi dire que tu l'avais abandonné. »« C'est vrai ?»
Face à ses yeux innocents qui le fixaient avec tant d'intensité, Jacques comprit qu'il ne pouvait plus fuir la vérité. La décision qu'il prendrait dans les prochaines secondes définirait non seulement son rapport avec sa fille, mais aussi l'homme qu'il choisissait de être. Dans la camionnette immobilisée sous la pluie battante, le temps semblait suspendu. Jacques contemplait sa fille, cette petite créature au courage démesuré, qui attendait une réponse avec la patience têtue propre aux enfants. La vérité ou un nouveau mensonge, le choix qui s'offrait à lui paraissait aussi violent que l'orage qui se déchaînait au dehors. « Oui », dit-il finalement, la voix si basse qu'elle fut presque couverte par le bruit de la pluie sur le toit de la camionnette. « C'est vrai, Sophie. » Il s'attendait à des pleurs, à de la colère, peut-être même à de la peur. Mais le visage de sa fille resta étrangement calme, comme si elle avait déjà accepté cette vérité avant même qu'il ne la confirme. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Cette question, si brève mais si profonde, le transperça. Comment expliquer à une enfant de 5 ans les compromis amers de l'âge adulte? Comment lui faire comprendre que parfois, l'amour ne suffit pas face aux dures réalités économiques? « Étoile était très malade, ma puce », commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots. « Soigner sa jambe aurait coûté beaucoup d'argent. Et la ferme, notre maison, on risquait de tout perdre. » Sophie fronça les sourcils, assimilant ces informations avec une concentration intense. « Alors tu l'as laissé tout seul parce qu'on n'avait pas assez d'argent ?» Jacques sentit sa gorge se nouer. Dit ainsi, par la bouche innocente de sa fille, son acte semblait encore plus méprisable. « Oui, et était mal. J'ai fait une terrible erreur. » Un nouvel éclair illumina l'intérieur de la camionnette, révélant le visage grave de Sophie. Ses yeux bleus, si semblables à ceux d'Élise, le fixaient sans jugement, mais avec une intensité qui le mettait à nu. « Est-ce que Étoile est mort, papa ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Je ne sais pas, » admit Jacques, et cette incertitude lui parut soudain insupportable. « Je l'ai laissé dans un pré à quelques kilomètres d'ici. Il y avait de l'eau, de l'herbe. Je pensais... J'espérais qu'il pourrait survivre. On doit le retrouver, » déclara Sophie avec une détermination qui contrastait avec son apparence fragile. « Maintenant. » Jacques jeta un regard par la fenêtre. La tempête s'intensifiait, transformant les routes en rivières boueuses. La nuit était d'un noir d'encre, percé seulement par les éclairs occasionnels. « Sophie, c'est trop dangereux ce soir, » dit-il doucement. « La route est à peine praticable, et il fait trop sombre pour... Tu as dit que tu avais fait une erreur, » l'interrompit Sophie, ses petites mains se serrant sur la couverture. « Les erreurs, on doit les réparer. C'est toi qui me l'as appris. » Ces mots, si simples et pourtant si lourds de vérité, frappèrent Jacques avec la force d'une révélation. Sa fille, avec sa sagesse enfantine, venait de lui rappeler les valeurs qu'il lui avait lui-même enseignées. « Tu as raison, » concéda-t-il, surpris par le calme soudain qui l'envahissait. « On va le retrouver, mais d'abord, je dois appeler maman pour la rassurer. » Tandis qu'il expliquait brièvement la situation à Élise, Sophie sortit de son petit sac à dos un dessin soigneusement plié. Jacques, terminant son appel, l'observa déplier le papier sur ses genoux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en remettant le contact de la camionnette. « C'est une carte » expliqua Sophie avec le plus grand sérieux. « Je l'ai faite pour retrouver Étoile. » Jacques jeta un œil au dessin. Une ligne sinueuse représentant probablement la route, quelques arbres et une croix marquée « Étoile ». C était étonnamment précis pour une enfant de 5 ans qui n'avait théoriquement jamais vu l'endroit. « Comment as-tu su où chercher ?» demanda-t-il, intrigué. « Je te l'ai dit, papa. Étoile m'a appelé. » répondit-elle comme si C était, elle, évidence même. Jacques ne répondit pas, troublé par cette assurance mystique. Il engagea la camionnette sur la route détrempée, avançant lentement dans la tempête. À côté de lui, Sophie scrutait l'obscurité avec une concentration intense, comme si elle pouvait percer le rideau de pluie par la seule force de sa volonté. Après 20 minutes de conduite prudente,
Ils arrivèrent à un croisement. « Par là », indiqua fermement Sophie, pointant la route de droite. Jacques hésita. Son instinct lui disait de prendre à gauche, mais quelque chose dans la conviction de sa fille le poussa à suivre sa direction. La camionnette s'engagea sur un chemin plus étroit, bordé d'arbres dont les branches fouettées par le vent semblaient vouloir les retenir. « Tu es sûre, ma puce ?» demanda-t-il, de plus en plus nerveux à mesure qu'il s'enfonçait dans la campagne obscure. Sophie acquiesça sans un mot, ses yeux ne quittant pas la route devant eux. Quelques minutes plus tard, Jacques reconnut le petit pont de pierre qu'il avait traversé 2 semaines plus tôt. Sa fille avait raison. Le chemin de terre qui menait au pré était devenu un bourbier à peine praticable. La camionnette patinait, menaçant de s'enliser à chaque mètre. « On va devoir continuer à pied », décida Jacques, après avoir manqué de s'embourber pour la 3e fois. « Mais la pluie », commença Sophie, regardant l'averse qui transformait le monde extérieur en un rideau liquide. « Tu voulais réparer mon erreur, non ?» dit Jacques avec un petit sourire encourageant. « Alors on y va, ensemble ?» Il sortit une lampe torche de la boîte à gants et aida Sophie à enfiler un ciré jaune bien trop grand pour elle, qu'il gardait dans la camionnette pour les travaux agricoles. Lui-même ne prit pas le temps de se protéger de la pluie. Main dans la main, père et fille s'engagèrent sur le chemin boueux. Le vent hurlait entre les arbres et la pluie cinglait leurs visages. Jacques sentait la petite main de Sophie serrer la sienne avec une force surprenante, comme pour lui transmettre son courage. Après ce qui sembla une éternité, ils atteignirent enfin la barrière du pré. Jacques dirigea le faisceau de sa lampe vers l'enclos, s'attendant presque à trouver Étoile mort, victime des éléments ou de sa blessure. Le pré semblait vide. « Il n'est pas là », murmura Jacques, un mélange de désespoir et de soulagement se disputant dans son cœur. Peut-être quelqu'un l'avait-il trouvé et recueilli ? « Si, il est là », affirma Sophie. « Je le sens. » Elle lâcha la main de son père et, avant qu'il puisse la retenir, se faufila sous la barrière et s'élança dans le pré détrempé. « Sophie !» cria Jacques, enjambant précipitamment la clôture pour la suivre. La petite silhouette jaune courait droit vers un bosquet d'arbres à l'autre bout du pré, là où Jacques n'avait pas encore dirigé sa lampe. Le cœur battant, il la suivit, glissant plusieurs fois dans la boue. Lorsqu'il atteignit enfin le bosquet, il s'arrêta net, figé par le spectacle qui s'offrait à lui. Sous le maigre abri des arbres, Étoile était allongée sur le flanc, sa respiration faible soulevant à peine sa poitrine. Sa jambe blessée semblait encore plus enflée qu'avant et des traces de sang séché maculaient son pelage autrefois lustré. À côté de lui, agenouillée dans la boue, Sophie caressait doucement son encolure, lui murmurant des mots que Jacques ne pouvait entendre. Le cheval, qui semblait à peine conscient, avait néanmoins légèrement relevé la tête à l'approche de la petite fille, comme s'il reconnaissait sa présence. « Oh, mon Dieu !» souffla Jacques, réalisant pleinement l'horreur de ce qu'il avait fait. Il s'approcha lentement, craignant d'effrayer l'animal. Étoile tourna faiblement ses grands yeux vers lui, et Jacques crut y lire non pas de la peur ou de la colère, mais une sorte de résignation qui lui brisa le cœur. « Il est très malade, papa », dit Sophie sans lever les yeux de l'animal. « Et il ne peut pas se lever tout seul. » Jacques s'agenouilla à côté de sa fille, osant à peine toucher le cheval qu'il avait trahi. « Je suis tellement désolé, mon vieux, » murmura-t-il, la gorge nouée par les émotions. « Est-ce qu'on peut le sauver ?» demanda Sophie, levant enfin vers lui un regard rempli d'espoir et de crainte mêlées. Jacques examina brièvement l'état d'Étoile. Le cheval était clairement déshydraté et affaibli par la douleur et le manque de nourriture adéquate. Sa blessure, était infectée, comme l'avait prédit le vétérinaire, mais il était vivant. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement, « mais on va essayer de toutes nos forces. » Il sortit son téléphone, reconnaissant que le réseau, bien que faible, était toujours présent. Ses doigts, tremblants, composèrent le numéro du docteur. Lefebvre, le vétérinaire qui avait initialement examiné Étoile. « Docteur Lefebvre, c'est Jacques Moreau,
dit-il dès que l'homme décrocha, la voix rauque, émotion. J'ai besoin de votre aide, immédiatement. De l'autre côté de la ligne, le vétérinaire écouta en silence l'histoire que Jacques lui raconta, sans phare ni excuse. Quand il eut terminé, un long silence s'ensuivit. « Je serai là dans 30 minutes », dit finalement le docteur Lefebvre. « Faites ce que vous pouvez pour le maintenir au chaud, et Jacques, vous avez fait la bonne chose en m'appelant. » Tandis qu'il raccrochait, Jacques sentit une petite main se glisser dans la sienne. Sophie le regardait, son petit visage sérieux, rendu presque éthéré par la lueur de la lampe torche. « Tu vois, papa ?» dit-elle doucement. Ce n'était pas si compliqué de faire le bon choix. Dans l'obscurité de cette nuit d'orage, sous la pluie qui continuait de tomber sans relâche, Jacques sentit quelque chose se réparer en lui, une fissure dans son âme qu'il n'avait même pas conscience d'avoir. L'attente semblait interminable. Jacques avait retiré son manteau pour couvrir le corps frissonnant de Étoile, tandis que Sophie, assise en tailleur près de la tête du cheval, lui chantait doucement des comptines pour le maintenir éveillé. La pluie était légèrement calmée, mais l'obscurité et le froid s'intensifiaient à mesure que la nuit avançait. « Il va venir, n'est-ce pas, papa ?» demanda Sophie pour la 3e fois, sa petite voix trahissant une inquiétude grandissante. « Oui, ma puce, le docteur Lefebvre est un homme de parole, » répondit Jacques, bien qu'il commençât lui-même à s'inquiéter. Comme pour confirmer ses dires, des phares percèrent soudain l'obscurité, illuminant le pré d'une lueur fantomatique. Jacques se leva d'un bond et agita sa lampe torche pour guider le vétérinaire, le docteur. Lefebvre, un homme d'une 60aine d'années, au visage buriné par des décennies passées au service des animaux, descendit de son 4x4 avec une démarche énergique qui contrastait avec son âge. Il était accompagné d'une jeune femme que Jacques reconnut comme son assistante, Mathilde. « Bonsoir, Jacques », dit le vétérinaire d'une voix neutre, sans chaleur ni accusation. Son regard s'arrêta sur Sophie, toujours agenouillée près d'Étoile. « Mais tu dois être Sophie, j'ai beaucoup entendu parler de toi. » La petite fille hocha gravement la tête sans quitter sa position protectrice. Sans perdre de temps, le docteur Lefebvre s'agenouilla pour examiner Étoile. Ses mains expertes palpèrent la jambe blessée, prirent le pouls, vérifièrent les muqueuses. Chaque geste était précis, efficace, le fruit d'une vie consacrée aux soins des animaux. « L'infection s'est aggravée comme je le craignais, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. « Déshydratation sévère, état de choc, hypothermie. » Jacques sentit son cœur se serrer à chaque nouveau diagnostic. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» osa-t-il demander, redoutant la réponse. Le docteur Lefebvre ne répondit pas immédiatement. Il se tourna vers Mathilde, qui avait déjà commencé à sortir du matériel médical de larges sacoches. Perfusion intraveineuse immédiate, antibiotiques à large spectre, analgésiques, et on va avoir besoin de couvertures chauffantes. Puis, se tournant vers Jacques, « Je ne peux rien promettre, son état est critique, mais il est encore temps d'essayer. Faites tout ce qu'il faut, » dit Jacques, la gorge nouée. « Peu importe le coup. » Le vétérinaire le fixa un instant, comme pour jauger sa sincérité. « Ce n'est pas ce que vous disiez il y a 2 semaines. »« J'ai changé, » répondit simplement Jacques. Leurs regards se croisèrent dans une compréhension silencieuse. Puis le docteur Lefebvre hocha brièvement la tête et se remit au travail. Les minutes qui suivirent furent intenses. Jacques et Sophie observaient, impuissants, tandis que le vétérinaire et son assistante luttaient pour stabiliser Étoile. L'aiguille de la perfusion fut insérée dans une veine, des médicaments injectés, des compresses imbibées d'antiseptiques appliquées sur la jambe infectée. Il faudrait le déplacer vers un endroit sec et chaud, déclara finalement le docteur Lefebvre. Mais dans son état, le transport est risqué. Notre grange, proposa immédiatement Jacques. Elle est chauffée en hiver pour les veaux, ce n'est pas très loin. Et comment comptez-vous l'y amener? Il est incapable de marcher et il pèse près de 900 kilos.
Jacques sentit le désespoir l'envahir à nouveau. Même s'il parvenait à sauver Étoile cette nuit, comment pourrait-il le transporter jusqu'à la ferme? C'est alors que son téléphone sonna. C'était Élise. « Jacques, les gendarmes sont ici. Ils organisent les recherches pour Sophie. »« On l'a retrouvée, » répondit-il rapidement. « Elle est avec moi. On a aussi retrouvé Étoile. » Un silence, puis « Comment va-t-il » ?« Mal. Le docteur Lefebvre est là, mais on doit transporter Étoile jusqu'à la ferme et on ne sait pas comment faire. » Nouveau silence. Jacques pouvait presque entendre les rouages tourner dans l'esprit vif de sa femme. « Attends, » dit-elle finalement, « le capitaine Dubois est ici. Je lui explique la situation. » Quelques instants plus tard, une voix masculine, ferme et assurée, résonna dans le téléphone. « Monsieur Moreau, capitaine Dubois, votre femme m'a expliqué la situation. Nous avons un véhicule spécial pour le transport des grands animaux. Il sera chez vous dans 21 minutes avec une équipe. » Jacques resta muet de surprise. « Vous feriez ça ? Notre mission est de porter assistance aux personnes et aux animaux en détresse, » répondit simplement le capitaine. « Envoyez-moi votre position exacte. » Après avoir raccroché et communiqué leurs coordonnées, Jacques se tourna vers le docteur Lefebvre, un nouvel espoir illuminant son visage fatigué. Les gendarmes arrivent avec un véhicule de transport. Le vétérinaire hocha la tête, visiblement soulagé. « Parfait. D'ici là, continuons les soins d'urgence. » Sophie, qui n'avait pas quitté Étoile un seul instant, leva des yeux brillants vers son père. « Tu vois, papa, Étoile va rentrer à la maison. » Jacques s'agenouilla près de sa fille et l'enveloppa d'un bras protecteur. « Oui, ma puce. » Grâce à toi. Lorsque le véhicule de la gendarmerie arriva enfin, suivi d'une ambulance vétérinaire réquisitionnée pour l'occasion, Jacques fut frappé par l'ampleur des moyens déployés. 6 hommes en uniforme, équipés de civières spéciales et de harnais de levage, descendirent efficacement le matériel sous la direction du capitaine Dubois, un homme trapu à la moustache poivre et sel. « Vous êtes bien organisé pour une simple récupération de cheval », ne put s'empêcher de remarquer Jacques. Le capitaine lui adressa un regard pénétrant. « Votre femme nous a tout raconté, monsieur Moreau. L'abandon des Étoiles, la fugue de votre fille. Disons que j'apprécie les histoires qui finissent bien. » Sous la direction conjointe du docteur Lefebvre et du capitaine, l'opération de sauvetage s'organisa avec une précision militaire. Étoile fut soigneusement sanglé sur une civière renforcée, puis 8 hommes le soulevèrent pour le porter jusqu'au véhicule spécialement aménagé. Sophie refusait de s'éloigner, marchant à côté de la civière en tenant ce qu'elle pouvait atteindre du cheval, en l'occurrence une mèche de sa crinière. Le docteur Lefebvre, normalement strict sur les protocoles, laissa faire, reconnaissant peut-être le lien spécial qui unissait l'enfant et l'animal. Le trajet du retour se fit dans un silence tendu. Jacques conduisait sa camionnette avec Sophie à ses côtés, suivant le convoi qui transportait Étoile. Dans le rétroviseur, les lumières bleues des véhicules officiels dansaient dans la nuit comme de étranges lucioles. « Papa, dit soudain Sophie, brisant le silence, est-ce que je vais avoir des problèmes pour être partie toute seule ?» Jacques jeta un coup d'œil à sa fille, surpris par cette question inattendue. « Non, ma puce, tu as fait quelque chose de dangereux, c'est vrai, mais tu l'as fait pour une bonne raison. » Parfois, suivre son cœur est plus important que suivre les règles. Comme toi quand tu as décidé de revenir chercher Étoile. Jacques sourit malgré lui. Oui, exactement comme ça. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la ferme, Élise les attendait sur le seuil, son visage pâle, illuminé par les phares des véhicules. Dès que la camionnette s'arrêta, Sophie bondit hors de la voiture et se précipita dans les bras de sa mère. « Maman, on a trouvé Étoile. » « Il est très malade, mais le docteur va le soigner et les policiers nous ont aidés à le ramener. » Élise serra sa fille contre elle, ses yeux cherchant ceux de Jacques par-dessus la tête blonde. Il y eut un mélange de soulagement, d'amour et de questions en suspens. Pendant ce temps, l'équipe de secours, guidée par le docteur Lefebvre,
transportait Étoile vers la grange. La grande porte s'ouvrit sur un espace propre et chaud, préparé à la hâte par Élise et quelques voisins alertés par les gendarmes. « Je ne savais pas si vous réussiriez à le ramener », expliqua-t-elle à Jacques, « mais je voulais être prête. » Une fois Étoile installée sur un épais lit de paille fraîche, le docteur Lefebvre reprit son examen, plus méthodique cette fois. Son visage, habituellement impassible, trahissait une légère inquiétude. « Il est stable pour l'instant, mais loin d'être tiré d'affaire, annonça-t-il après de longues minutes. L'infection est profonde. Il va falloir opérer cette jambe dès demain matin. » « Opérer ?» répéta Jacques, alarmé. « Ici ? » « Non, dans ma clinique. J'ai l'équipement nécessaire. Nous le transporterons à l'aube quand il sera un peu plus fort grâce aux perfusions. » Le vétérinaire se redressa, essuyant ses mains sur un chiffon propre. « Je vais rester ici cette nuit pour le surveiller. Mathilde prendra le relais dans quelques heures. »« Je reste aussi, » déclara fermement Sophie, déjà installée sur une botte de foin près de la tête de Étoile. Élise ouvrit la bouche pour protester, mais Jacques posa une main apaisante sur son bras. « Laisse-la, elle a gagné ce droit. » Tandis que les gendarmes se préparaient à partir, le capitaine Dubois prit Jacques à l'écart. « Et techniquement, monsieur Moreau, ce que vous avez fait, abandonner un animal blessé, est punissable par la loi. » Jacques baissa la tête, acceptant la réprimande qu'il savait mériter. « Mais, continua le capitaine, compte tenu des circonstances et de vos efforts pour réparer votre erreur, je pense que justice a déjà été rendue. » Sur ces mots, il tendit la main à Jacques, qui la serra avec gratitude. Lorsque tous furent partis, à l'exception du docteur Lefebvre qui veillait sur Étoile, Jacques et Élise restèrent un moment dans la grange, observant leur fille qui s'était endormie contre le flanc du cheval, une main posée sur son encolure comme pour le protéger même dans son sommeil. « Je suis désolé, » murmura Jacques, « pour tout. Pour avoir abandonné Étoile, pour avoir menti, pour avoir mis Sophie en danger. » Élise prit sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. « Tu as fait une erreur terrible, Jacques, mais tu as aussi eu le courage de l'admettre et d'essayer de la réparer. C'est ce qui compte maintenant. Les factures vont être astronomiques, dit-il, la réalité économique revenant le hanter. L'opération, les soins, les médicaments, on trouvera une solution, répondit Élise avec une assurance tranquille. Ensemble. Jacques regarda sa femme, puis sa fille endormie, puis le cheval qui luttait pour sa vie. Et il sut à cet instant précis que quelles que soient les difficultés à venir, il avait déjà regagné ce qui importait vraiment. L'aube se levait sur la ferme des Moreau, baignant la campagne normande d'une lumière dorée qui contrastait avec la violence de l'orage de la veille. Dans la grange, transformée en hôpital de fortune, le docteur Lefebvre vérifiait une dernière fois les constantes d'Étoile avant son transport vers la clinique vétérinaire. Jacques, qui n'avait pratiquement pas dormi, observait les gestes précis du vétérinaire, tout en buvant un café brûlant que Élise venait de lui apporter. Sophie, elle, était finalement endormie sur une paillasse improvisée, sa main toujours posée sur l'encolure d'Étoile comme si, même dans son sommeil, elle refusait de l'abandonner. « Comment va-t-il » demanda Jacques à voix basse pour ne pas réveiller sa fille. Le docteur. Lefebvre hocha la tête avec une satisfaction prudente. « Mieux que je ne l'espérais, il a survécu à la nuit. C'est déjà un petit miracle. Sa volonté de vivre est remarquable. C'est grâce à Sophie, » dit Élise, qui venait de les rejoindre. Ils ont toujours eu une connexion spéciale. Le vétérinaire considéra la petite fille endormie, puis le cheval qui, malgré sa faiblesse, avait tourné la tête pour rester au contact de l'enfant. « Peut-être, » concéda-t-il, « j'ai vu des choses étranges dans mon métier, des guérisons inexplicables, des animaux qui semblaient comprendre des situations humaines complexes. La science ne peut pas tout expliquer. »
Un bruit de moteur à l'extérieur annonça l'arrivée de l'ambulance vétérinaire. Mathilde, l'assistante, entra dans la grange, suivie de 2 hommes en uniforme. « Tout est prêt, docteur », annonça-t-elle. « La salle d'opération vous attend. » Le moment était venu. Jacques s'approcha doucement de Sophie et la réveilla avec tendresse. « Ma puce, c'est l'heure. Le docteur va emmener Étoile pour le soigner. » Sophie se frotta les yeux, désorientée un instant, puis se redressa vivement en voyant les inconnus près d'Étoile. « Je veux venir aussi !» s'exclama-t-elle, soudain parfaitement éveillée. Le docteur Lefebvre s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Ce n'est pas possible, Sophie. Étoile va avoir une opération et tu ne pourras pas être avec lui pendant ce temps. Mais il aura peur tout seul, protesta-t-elle, des larmes commençant à perler au coin de ses yeux. Le vétérinaire réfléchit un instant, puis tendit la main. « Tu as un objet, quelque chose à toi que tu pourrais lui prêter. Quelque chose qui sent comme toi, pour qu'il sache que tu es là en esprit ?» Sophie hésita, puis détacha le petit bracelet tressé qu'elle portait au poignet. Un entrelac de fils colorés qu'elle avait confectionné elle-même lors d'un atelier à elle école. « Ça, c'est mon bracelet porte-bonheur », dit-elle solennellement en le tendant au docteur. « Il protège contre les cauchemars et les monstres sous le lit. » Le docteur. Lefebvre prit le bracelet avec tout le sérieux que méritait un tel trésor. « Je vais l'attacher à sa crinière pendant l'opération. Ainsi, il saura que tu veilles sur lui. » Cette solution sembla satisfaire Sophie, qui se blottit contre son père pendant que l'équipe préparait Étoile pour le transport. Le cheval fut soigneusement hissé sur une civière spéciale, puis chargé dans l'ambulance. Avant que les portes ne se referment, Sophie s'avança une dernière fois. « Je t'attendrai, Étoile, » promit-elle. « Tu vas guérir et revenir à la maison. » Quand l'ambulance disparut au bout du chemin, un silence pesant s'abattit sur la famille Moreau. La grange, soudain vide, semblait étrangement grande et froide malgré le soleil qui filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses. « Et maintenant ?» demanda Élise, exprimant tout haut la question qui les préoccupait tous. « Maintenant », répondit Jacques en prenant une profonde inspiration. « On trouve comment payer tout ça. » Il sortit de la poche de sa chemise froissée un papier plié en 4. Le devis préliminaire que le docteur Lefebvre lui avait remis avant de partir. Élise le parcourut rapidement, son visage pâlissant à mesure qu'elle découvrait les montants. 3 000 € pour l'opération, plus les soins post-opératoires, la rééducation, les médicaments. Au total, près de 5 000 €, termina Jacques, sans compter les complications potentielles. Élise s'assit lourdement sur une botte de foin, le papier tremblant dans ses mains. « On n'a pas cet argent, Jacques, même en vendant ma voiture. On va trouver, » affirma-t-il avec une détermination qui surprit sa femme. « Je vais parler à la banque. Peut-être qu'ils accepteront de restructurer notre prêt. » « La banque ?» Élise secoua la tête, incrédule. « Ils ont déjà refusé de nous aider pour réparer le tracteur le mois dernier. Tu crois vraiment qu'ils vont prêter 5 000 € pour sauver un cheval ?» Sophie, qui écoutait silencieusement la conversation, intervint soudain. « On pourrait faire comme Madame Dubois a fait pour son voyage en Italie. » Les 2 adultes se tournèrent vers elle, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma puce ?» demanda Jacques. Elle a mis des photos sur l'ordinateur et les gens ont donné de l'argent pour l'aider, expliqua Sophie avec l'assurance de ceux qui ne doutent pas que leurs idées sont brillantes. Elle a dit que c'était une cagnotte en ligne, suggéra Élise, se rappelant que l'institutrice de Sophie avait effectivement organisé un financement participatif pour un voyage pédagogique. Oui, on pourrait faire pareil pour Étoile. Jacques et Élise échangèrent un regard incertain. L'idée semblait à la fois naïve et audacieuse. Qui donnerait de l'argent pour un cheval qu'ils ne connaissent même pas, objecta Jacques, bien que touché par l'initiative de sa fille. Plus de gens que tu ne le penses, intervint une voix depuis l'entrée de la grange. Était Monsieur Leroy, le vieux voisin qui avait confronté Jacques quelques jours plus tôt.
À ses côtés se tenaient plusieurs habitants du village, dont Madame Dubois, l'institutrice de Sophie. « Le capitaine Dubois est mon cousin », expliqua Madame Dubois en s'avançant. « Il m'a raconté ce qui s'est passé cette nuit. L'histoire d'Étoile et de Sophie nous a tous émus. On est venu voir comment on pouvait t'aider, ajouta Monsieur le Roi. Les gens du village se mobilisent déjà. » Jacques resta sans voix, submergé par cette offre inattendue de solidarité. Ces mêmes villageois qui, il y a peu, murmuraient dans son dos sur l'abandon d'Étoile, se tenaient maintenant devant lui, prêts à l'aider. « C'est très gentil, balbutia-t-il. Mais nous ne pouvons pas accepter la charité. » « Ce n'est pas de la charité, Jacques, corrigea fermement Monsieur le Roi. C'est ce que font les voisins dans une communauté. On s'entraide quand les temps sont durs. Et puis, ajouta Madame Dubois avec un sourire malicieux, l'idée de Sophie n'est pas mauvaise du tout. Une cagnotte en ligne pourrait toucher bien au-delà de notre village. Les gens adorent les histoires d'animaux sauvés, surtout quand elles impliquent une petite fille courageuse. Sophie rayonnait, fière que son idée soit prise au sérieux par les adultes. Jacques, lui, sentait une émotion étrange l'envahir, un mélange de gratitude, d'humilité et d'espoir qui lui nouait la gorge. Élise prit la parole, voyant que son mari luttait contre ses émotions. « Nous sommes très touchés par votre offre, vraiment. Mais comment cela fonctionnerait-il concrètement ? » « On a déjà commencé à y réfléchir, » répondit Madame Dubois en sortant un carnet de son sac. « Ma nièce travaille dans le marketing digital à Paris. Elle peut nous aider à créer la cagnotte et à la diffuser largement. Monsieur le Roi a proposé d'organiser une vente de produits fermiers ce week-end sur la place du village, avec tous les bénéfices reversés pour Étoile. Et moi, intervint le boulanger, Monsieur Fournier, je vais créer un pain spécial Étoile. 1 € sera reversé pour chaque baguette vendue. D'autres propositions fusèrent. Un concert par la chorale locale, une tombola organisée par le comité des fêtes, un appel aux dons dans le bulletin paroissial. Jacques écoutait, incrédule, tandis que ce qu'il avait considéré comme une tragédie familiale privée se transformait en une cause commune, mobilisant tout le village. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-il finalement. « Pourquoi faites-vous tout ça pour nous, après ce que j'ai fait ?»« Pas pour vous, Jacques, » corrigea gentiment Madame Dubois. « Pour Sophie et Étoile, pour l'amour et le courage qu'ils représentent, et peut-être aussi parce que nous avons tous besoin, de temps en temps, de croire que les erreurs peuvent être réparées et que les histoires peuvent avoir une fin heureuse. » Élise, qui avait écouté attentivement, prit finalement une décision. « Nous acceptons votre aide, » déclara-t-elle, son regard croisant celui de Jacques pour obtenir son approbation silencieuse, avec gratitude et humilité. Un petit cri de joie échappa à Sophie, qui se précipita pour serrer Madame Dubois dans ses bras. « Étoile va être tellement content quand il rentrera. » Le reste de la matinée passa en une frénésie d'activité. La cuisine des Moreau devint le quartier général improvisé de l'Opération Étoile, comme l'avait baptisé Sophie. La table se couvrit de listes, de plans et d'idées griffonnées, tandis que le téléphone ne cessait de sonner avec de nouvelles propositions d'aide. En début d'après-midi, alors que Jacques S. éclipsait pour faire ses travaux quotidiens à la ferme, son téléphone vibra. C. était le docteur Lefebvre. Le cœur battant, il décrocha. « Allô ? Jacques, l'opération est terminée », annonça le vétérinaire, sa voix trahissant une fatigue évidente. « Ça a été long et difficile, mais Étoile s'est battu comme un guerrier. » Et Jacques n'osait pas poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Il est stable pour l'instant. L'infection était profonde. J'ai dû retirer une partie de tissu nécrosé. Il y a encore des risques de complications, mais je suis prudemment optimiste. » Jacques ferma les yeux, une vague de soulagement le submergeant. « Merci, docteur, du fond du cœur. »« Ne me remerciez pas encore, » tempéra le vétérinaire. «
Le chemin vers la guérison sera long. Et puis, il y eut une hésitation à l'autre bout de la ligne. Et puis, encouragea Jacques. Il y a quelque chose de étrange, admit le docteur Lefebvre. Pendant toute l'opération, chaque fois qu'Étoile semblait faiblir, je remarquais que son pouls se raffermissait dès que je touchais ce petit bracelet coloré que Sophie m'a confié. C'est probablement une coïncidence, mais, insista Jacques. Mais parfois, je me demande si nous, scientifiques, ne sommes pas trop prompts à écarter certaines formes de connexion que nous ne comprenons pas encore. Le vétérinaire se racla la gorge, comme gêné par cet aveu. Enfin, peu importe. Venez le voir demain, il devrait être assez fort pour recevoir des visites et amener Sophie. Je crois que Étoile sera content de la voir. Après avoir raccroché, Jacques resta un moment immobile au milieu de son champ, le téléphone serré dans sa main, le regard perdu vers l'horizon. Quelque chose avait changé en lui, quelque chose de fondamental. Comme si, à travers cette épreuve, il redécouvrait une partie de lui-même qu'il croyait perdue sous les couches de soucis et de responsabilités. Quand il regagna la maison pour annoncer la nouvelle, il fut accueilli par une scène surréaliste. Sa cuisine, habituellement si calme, bourdonnait d'activité. Élise et Madame Dubois étaient penchées sur un ordinateur portable, créant la fameuse cagnotte en ligne. Sophie, assise sur les genoux de Monsieur le Roi, dictait solennellement l'histoire de Étoile et Sophie que la nièce de Madame Dubois, en visioconférence depuis Paris, transcrivait pour le site web. Et au centre de la table trônait une tirelire improvisée dans un bocal à confiture, déjà à moitié rempli de pièces et de billets, les premières contributions des voisins présents. « Papa !» s'écria Sophie en l'apercevant. On a déjà récolté 87 € et 42 centimes pour Étoile. Et Monsieur Fournier a dit qu'il allait faire des petits gâteaux en forme de cheval pour la vente de samedi. Jacques annonça la nouvelle de l'opération réussie, provoquant une vague de joie dans la cuisine. Tandis que tous se réjouissaient, il croisa le regard de Élise. Sa femme lui sourit, un sourire empli d'une tendresse nouvelle, comme si elle redécouvrait elle aussi l'homme qu'elle avait épousé. Ce soir-là, après que tous leurs visiteurs furent partis et que Sophie, épuisée par ses journées intenses, se fut endormie, Jacques et Élise s'assirent sur le perron de leur ferme, contemplant les étoiles qui parsemaient le ciel désormais dégagé. « On n'a jamais été très doués pour demander de l'aide », murmura Élise, sa tête reposant sur l'épaule de son mari. « Non », admit Jacques. J'ai toujours pensé que je devais tout porter seul. Que était mon rôle, ma responsabilité. Et maintenant, Jacques réfléchit un moment, cherchant les mots justes pour exprimer la transformation qui s'opérait en lui. Maintenant, je comprends que la vraie force n'est pas de tout porter seul, mais d'avoir le courage de partager le fardeau, d'accepter l'aide quand elle est offerte, de faire confiance aux autres et à la vie. Élise serra sa main dans la sienne, scellant silencieusement cette nouvelle compréhension. Le lendemain matin, Jacques conduisait sa camionnette sur la route sinueuse menant à la clinique vétérinaire de Saint-Maur, à une vingtaine de kilomètres de leur ferme. À ses côtés, Sophie, inhabituellement silencieuse, serrait contre sa poitrine un bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies à l'aube dans les champs entourant la ferme. Sur la banquette arrière, Élise vérifiait une dernière fois le fonctionnement de la cagnotte en ligne sur son téléphone. 123 €, annonça-t-elle avec un mélange de surprise et d'espoir. Et ça ne fait que 12 heures que la page est en ligne. Jacques hocha la tête, impressionné mais encore sceptique. C'est un bon début, mais on est loin du compte. La nièce de Madame Dubois dit que ça prend souvent quelques jours avant que ces choses-là ne décollent vraiment, expliqua Élise. Elle a contacté quelques blogueurs spécialisés dans la protection animale qui pourraient partager notre histoire. Notre histoire, répéta Jacques, encore mal à l'aise avec l'idée d'exposer ainsi sa faute et sa rédemption aux yeux du monde entier. J'espère qu'ils ne vont pas me dépeindre comme le monstre de l'histoire. Tu n'es pas un monstre, papa,
intervint soudain Sophie, sortant de son silence contemplatif. Tu es juste quelqu'un qui a fait une erreur et qui essaie de la réparer. C'est ce que je dis dans l'histoire. Dans quelle histoire? Demanda Jacques, surpris. Celle que j'ai dictée à Madame Dubois pour mettre sur l'ordinateur. L'histoire de Étoile et Sophie. Jacques et Élise échangèrent un regard inquiet. Dans leur empressement à mettre en place la cagnotte, ils n'avaient pas vérifié le contenu exact du récit que Sophie avait fourni. « Et qu'est-ce que tu as raconté exactement, ma puce ?» demanda prudemment Élise. « La vérité, » répondit simplement Sophie. « Que papa a eu peur de ne pas pouvoir payer pour soigner Étoile, alors il l'a emmenée dans un pré loin de la maison. Que j'ai entendu la vérité et que je suis partie le chercher toute seule parce que je savais qu'il m'appelait. Que papa est venu me sauver et qu'ensemble, on a sauvé Étoile. Et maintenant, on a besoin d'aide pour payer le docteur pour qu'Étoile puisse rentrer à la maison. » Cette version simplifiée mais sincère des événements, racontée avec l'innocence désarmante d'une enfant de 5 ans, laissa Jacques sans voix. Il y avait dans ce récit, dépouillé de tout jugement, une vérité plus puissante que n'importe quelle condamnation ou justification. C'est une bonne façon de raconter les choses, admit-il finalement, la gorge nouée. La clinique vétérinaire du docteur Lefebvre était un bâtiment moderne à la périphérie de Saint-Maur, entouré d'un grand pré clôturé où quelques chevaux convalescents broutaient paisiblement. Elle l'accueille. Mathilde les attendait avec un sourire chaleureux. « Bonjour, famille Moreau, le docteur Lefebvre vous attend. Étoile a passé une bonne nuit, les constantes sont stables. » Elle les guida à travers un couloir impeccable jusqu'à un vaste box aménagé. À l'intérieur, Étoile était allongée sur une épaisse couche de paille fraîche, sa jambe opérée soigneusement bandée et surélevée par un système de sangles sophistiqué. Des perfusions et des moniteurs l'entouraient, donnant à la scène une gravité médicale qui fit hésiter Sophie sur le seuil. « Il a l'air si fragile », murmura-t-elle, soudain intimidée. Le docteur Lefebvre, qui vérifiait un des moniteurs, se tourna vers eux avec un sourire fatigué. « Ne te fie pas aux apparences, Sophie. Ton ami est un battant. Il a déjà surpris toute l'équipe par sa résilience. » Il s'approcha et s'accroupit pour se mettre à la hauteur de la petite fille. « Tu veux voir quelque chose de spécial ?» Sophie hocha timidement la tête, ses yeux ne quittant pas Étoile. Le vétérinaire sortit de sa poche le petit bracelet coloré que Sophie lui avait confié la veille. « Regarde, je l'ai gardé avec lui tout le temps, comme promis. Et maintenant, observe. » Il s'approcha de Étoile et murmura quelques mots à l'oreille du cheval. Puis il montra le bracelet. La réaction fut immédiate. Les oreilles d'Étoile se dressèrent, sa tête se souleva légèrement et ses naseaux frémirent comme s'il cherchait une odeur familière. « Il reconnaît ton odeur sur le bracelet », expliqua le docteur Lefebvre. « Il sait que tu es proche. » Le visage de Sophie s'illumina. Toute hésitation envolée, elle s'avança vers le cheval, guidée par le vétérinaire qui veillait à ce qu'elle n'approche pas la jambe blessée. « Bonjour, Étoile », dit-elle doucement, posant sa petite main sur l'encolure du cheval. « Tu m'as manqué. Je t'ai apporté des fleurs, mais le docteur dit que tu ne peux pas les manger pour l'instant, alors je vais les mettre ici pour que tu puisses les sentir. » Avec une délicatesse touchante, elle déposa son bouquet rustique près de la tête d'Étoile, qui sembla effectivement humer les senteurs champêtres avec appréciation. Pendant que Sophie communiait ainsi avec son ami équin, le docteur Lefebvre prit Jacques et Élise à part pour leur expliquer la situation médicale en détail. L'opération s'est bien passée, mais il y a encore des risques d'infection secondaire. La rééducation sera longue, au moins 3 mois, et nécessitera des soins quotidiens très rigoureux. Il faudra aussi une alimentation spéciale pour favoriser la cicatrisation osseuse. Il leur présenta un calendrier de soins détaillé ainsi qu'une liste de médicaments et de matériel nécessaires pour la convalescence d'Étoile.
Nous pouvons le garder ici pendant la phase critique, disons 3 semaines. Après, si tout va bien, il pourra rentrer chez vous, mais avec un suivi très strict. Et pour les frais, demanda Jacques, abordant la question qui pesait sur leurs esprits. Le docteur Lefebvre soupira. Je ne vais pas vous mentir, le total sera substantiel, mais... Il hésita, puis poursuivit. Écoutez, j'ai entendu parler de votre initiative de collecte de fonds. C'est inhabituel, mais louable. Alors voici ce que je vous propose. Vous payez le matériel et les médicaments au prix coûtant. Et pour mes honoraires, on peut établir un échéancier sur 6 mois. Jacques et Élise échangèrent un regard stupéfait. Cette proposition réduisait considérablement la pression financière immédiate. C'est extrêmement généreux, balbutia Jacques. Mais pourquoi ? Le vétérinaire jeta un coup d'œil vers Sophie qui chantonnait doucement à l'oreille d'Étoile. Disons que je suis curieux de voir comment cette histoire va se terminer. Et puis, il y a quelque chose de spécial dans la connexion entre votre fille et ce cheval. En 40 ans de métier, j'ai rarement vu un lien aussi fort. Leur visite se termina trop vite au goût de Sophie, qui promit solennellement à Étoile de revenir bientôt. Sur le chemin du retour, l'atmosphère dans la voiture était plus légère, comme si un poids avait été ôté de leurs épaules. Je pense qu'on devrait prévoir un espace spécial dans la grange pour Étoile quand il rentrera, suggéra Jacques, son esprit déjà occupé par les préparatifs pratiques. Un box plus grand, avec un sol bien rembourré pour sa jambe. Et une fenêtre pour qu'il puisse voir dehors, ajouta Sophie. Étoile déteste être enfermée sans pouvoir voir le ciel. Jacques sourit à sa fille dans le rétroviseur. Comment sais-tu qu'il déteste ça ? Il me l'a dit, répondit-elle simplement, comme si c'est était l'évidence même. De retour à la ferme, une surprise les attendait. La cour était remplie de voitures et de visiteurs. Madame Dubois accourut vers eux dès qu'ils descendirent de la camionnette. « Vous ne répondiez pas au téléphone, alors on s'est installé chez vous, » expliqua-t-elle avec excitation. « Il se passe quelque chose d'incroyable avec votre cagnotte. » À l'intérieur de la maison, l'ambiance était celle d'une ruche bourdonnante. La nièce de Madame Dubois, Chloé, une jeune femme dynamique aux cheveux colorés, travaillait frénétiquement sur son ordinateur portable, entourée de plusieurs villageois qui regardaient par-dessus son épaule. « Ah, vous voilà enfin !» s'exclama-t-elle en les voyant entrer. « Vous n'allez pas croire ce qui se passe. Votre histoire est devenue virale. »« Virale ?» répéta Jacques, peu familier avec le jargon d'Internet. « Ça veut dire que plein de gens la partagent sur Internet, » expliqua patiemment Sophie, à la surprise de ses parents. « Exactement, » confirma Chloé. Un blog sur les animaux l'a partagé ce matin, puis une page Facebook avec des millions d'abonnés l'a reprise, et maintenant, tenez-vous bien, la chaîne régionale veut faire un reportage. Un reportage, s'écria Élise abasourdie. Sur nous ? Sur Étoile et Sophie, plus précisément, précisa Chloé. Ils ont appelé il y a 1 heure. Ils veulent venir demain pour filmer la ferme et vous interviewer. Et devinez combien vous avez récolté jusqu'à maintenant ? Tous retinrent leur souffle. 1 800 € en moins de 24 heures. La nouvelle fut accueillie par des exclamations de joie et d'incrédulité. Jacques dut s'asseoir, les jambes soudain faibles sous le coup de l'émotion. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-il. « Oh, tous ces gens qui donnent pour un cheval qu'ils n'ont jamais vu, c'est plus que ça », corrigea doucement Madame Dubois. « Ils donnent pour une histoire de rédemption, de courage, d'amour. Votre histoire touche les gens parce qu'elle leur rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. » Le téléphone sonna à nouveau. Était le maire du village, qui proposait d'organiser un événement spécial sur la place principale le week-end suivant. La journée d'étoiles, avec des animations, une vente aux enchères et un concert de solidarité. « Ça devient fou !» murmura Jacques à Élise, pendant que Madame Dubois prenait des notes sur la proposition du maire.
Et on voulait juste sauver un cheval, et maintenant toute la région s'en mêle. C'est comme une pierre jetée dans un étang, répondit philosophiquement Élise. Les ondes se propagent bien au-delà du point d'impact. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités, et l'équipe de la télévision régionale vint filmer à la ferme, interviewant chaque membre de la famille. Sophie, étonnamment à l'aise devant la caméra, raconta avec ses mots d'enfant l'odyssée nocturne pour retrouver Étoile, provoquant l'émotion visible du journaliste aguerri. Jacques, initialement réticent à s'exposer ainsi, trouva finalement une forme de catharsis dans le fait de raconter publiquement son erreur et son cheminement vers la rédemption. « J'ai failli perdre bien plus qu'un cheval cette nuit-là », confia-t-il à la caméra. J'ai failli perdre ma propre humanité, la confiance de ma fille, le respect de ma communauté. Étoile ne m'a pas seulement donné une seconde chance, il m'a rappelé qui je suis vraiment. Le reportage, diffusé 2 jours plus tard, eut un impact immédiat. La cagnotte explosa, dépassant rapidement les 4 000 €, puis les 5 000. Des dons arrivaient de toute la France, parfois accompagnés de messages touchants, pour Sophie et Étoile, qui nous rappellent la force de l'amour innocent, en mémoire de mon propre cheval qui m'a appris la loyauté, pour que les enfants continuent de croire en la bonté du monde. Le week-end suivant, la journée de Étoile transforma le petit village normand en une fête champêtre animée. Des stands vendaient des produits locaux, des artisans proposaient des créations sur le thème du cheval et des enfants défilaient avec des dessins d'étoiles. Sur la place centrale, un immense thermomètre en carton indiquait la progression de la collecte, actualisée heure par Chloé. À midi, alors que la chorale locale entonnait une version adaptée de « L'homme à la licorne », le téléphone de Jacques sonna. C était le docteur Lefebvre. « Jacques ? J'ai une nouvelle extraordinaire. Étoile s'est mis debout ce matin. »« Debout ? Tout seul ?» s'exclama Jacques, attirant l'attention des personnes autour de lui. « Oui, c'est remarquable, bien plus rapide que prévu. Il ne pose pas encore sa jambe blessée au sol, bien sûr, mais le simple fait qu'il puisse se tenir sur 3 jambes est un signe de récupération exceptionnelle. » Jacques transmit la nouvelle à la foule, déclenchant une ovation spontanée. Sophie, perchée sur les épaules de Monsieur le Roi, agitait joyeusement un petit drapeau fait main où elle avait dessiné Étoile. En fin d'après-midi, alors que la fête battait son plein, Chloé grimpa sur l'estrade et demanda l'attention de tous. « Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que grâce à votre générosité, la cagnotte pour Étoile a atteint 735 €. La foule explosa en applaudissements et en cris de joie. Ce montant dépassait largement les frais médicaux de Étoile, même en comptant sa longue rééducation à venir. Jacques, submergé par l'émotion, dut être poussé sur l'estrade par Élise pour adresser quelques mots à la foule. Devant tous ces visages souriants, ces inconnus devenus des alliés, ces voisins transformés en amis, il chercha ses mots. « Je ne sais pas comment vous remercier, » commença-t-il, la voix tremblante. « Quand j'ai abandonné Étoile, J était un homme qui avait perdu espoir, qui croyait devoir affronter seul les difficultés de la vie, qui pensait que la valeur de tout se mesurait en euros. » Il prit une profonde inspiration, cherchant le regard de Sophie dans la foule. « Ma fille m'a appris que la vraie valeur n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous choisissons de protéger. Et vous tous, vous m'avez rappelé que nous ne sommes jamais aussi forts que lorsque nous nous tenons ensemble. » Un silence respectueux était installé sur la place. « L'argent que vous avez donné ne servira pas seulement à soigner Étoile. Une fois ces soins assurés, chaque centime supplémentaire sera versé à une fondation que nous allons créer. Elle, Étoile de Sophie, pour aider d'autres animaux blessés dont les propriétaires n'ont pas les moyens de payer les soins. » Cette annonce fut accueillie par une nouvelle vague d'applaudissements.
Dans la foule, des mouchoirs apparurent pour essuyer des larmes discrètes. Car si cette expérience m'a appris une chose, conclut Jacques, c'est que personne, homme ou animal, ne devrait jamais être abandonné parce que les soins coûtent trop cher. Tandis qu'il descendait de l'estrade sous les acclamations, Jacques aperçut à la périphérie de la foule une silhouette familière, le banquier qui avait refusé de l'aider quelques mois plus tôt. L'homme l'observait avec une expression indéchiffrable, avant de tourner les talons et de disparaître. Ce soir-là, quand la famille Moreau rentra enfin à la ferme, épuisée mais le cœur léger, Jacques trouva une enveloppe glissée sous leur porte. À l'intérieur, une lettre du directeur de la banque. « Cher Monsieur Moreau, votre histoire m'a profondément touché. Parfois, nous banquiers oublions que derrière les chiffres se cachent des vies, des rêves, des valeurs. Je vous propose de revoir les termes de votre prêt agricole et d'étudier ensemble un plan d'investissement pour moderniser votre exploitation. Votre ferme, comme Étoile, mérite une seconde chance. Cordialement, Henri Dupont. » Jacques tendit silencieusement la lettre à Élise, qui la lut avec des yeux se élargissant de surprise. « Il semble que les miracles n'arrivent pas qu'aux chevaux, » murmura-t-elle en serrant son mari dans ses bras. Les 2 semaines suivantes furent consacrées à transformer la grange des Moreau en un espace de convalescence digne d'une clinique équine. Guidés par les conseils détaillés du docteur Lefebvre, Jacques et plusieurs voisins volontaires aménagèrent un box spacieux avec un sol spécialement rembourré pour soulager la jambe blessée d'Étoile. Monsieur Leroy, qui avait autrefois travaillé comme menuisier, fabriqua un ingénieux système de poulies permettant de soutenir partiellement le poids du cheval pendant ses premiers pas de rééducation. « C'est du beau travail », commenta le docteur Lefebvre lors de sa visite d'inspection 2 jours avant le retour prévu d'Étoile. « Ah franchement, c'est mieux équipé que certaines cliniques que je connais. » Jacques contemplait avec une fierté mêlée d'humilité l'espace transformé. Sur une tablette près de l'entrée du box, Sophie avait installé un petit « hôtel » pour Étoile. Son bracelet porte-bonheur désormais encadré, quelques fleurs séchées du bouquet original et des dessins d'encouragement réalisés par ses camarades de classe. « Vous pensez vraiment qu'il est prêt à rentrer ?» demanda Jacques, l'inquiétude perçant dans sa voix. « Son rétablissement est remarquable », confirma le vétérinaire. « L'infection est complètement sous contrôle, la cicatrisation progresse bien. » Bien sûr, sa jambe ne sera jamais tout à fait comme avant, mais avec une rééducation appropriée, il pourrait récupérer jusqu'à 80% de sa mobilité. Est-ce qu'il pourra travailler à nouveau? La question avait échappé à Jacques avant qu'il puisse la retenir. Le docteur Lefebvre lui lança un regard perçant. Des travaux légers, peut-être, dans plusieurs mois. Mais il ne sera plus jamais un cheval de labour, Jacques. Si c'est ce que vous espérez... Non, l'interrompit Jacques avec fermeté. Ce n'est pas ce que j'espère. Je me demandais juste quelle vie il pourra mener. Le vétérinaire se radoucit. Une bonne vie, différente, mais bonne. Les chevaux sont remarquablement adaptables, vous savez. Tant qu'ils sont entourés de soins et d'affection, ça, il n'en manquera pas, assura Élise qui venait de les rejoindre, portant un plateau avec du café et des biscuits. Le grand jour arriva enfin. Une petite foule était rassemblée devant la ferme des Moreau pour accueillir Étoile. Des banderoles colorées avaient été accrochées le long de l'allée menant à la grange, et les enfants de l'école avaient formé une haie d'honneur, brandissant des dessins et des petits drapeaux. Lorsque l'ambulance vétérinaire apparut au bout du chemin, un murmure d'excitation parcourut l'assemblée. Sophie, postée tout devant avec Madame Dubois, sautillait d'impatience, son visage rayonnant d'une joie pure qui réchauffait le cœur de tous ceux qui la regardaient. Le véhicule s'arrêta devant la grange. Le docteur Lefebvre et Mathilde en descendirent, suivis de 2 assistants. L'opération de déchargement allait être délicate.
Un système de rampes et de sangles avait été préparé pour permettre à Étoile de descendre 100 mètres de poids sur sa jambe blessée. Jacques s'avança pour aider, le cœur battant. Quand les portes arrière s'ouvrirent, il eut un moment d'hésitation. Étoile lui paraissait différent, plus mince, son pelage moins lustré, avec cette large bande de poils rasée autour de sa jambe bandée. Mais ses yeux avaient la même douceur intelligente qu'autrefois. Le cheval hennit doucement en reconnaissant Jacques, et ce simple son suffit à dissiper toute gêne. C'était bien Étoile, leur Étoile, qui rentrait enfin à la maison. « Bonjour, mon vieux », murmura Jacques en s'approchant pour caresser son encolure. « Bienvenue chez toi. » Le déchargement se déroula sans incident, bien que lentement. Étoile semblait comprendre l'importance de rester calme et suivit docilement les instructions des humains qui l'entouraient. Quand il fut enfin installé dans son nouveau box, Sophie fut autorisée à entrer. Les retrouvailles entre l'enfant et le cheval émurent aux larmes même les plus stoïques des spectateurs. Étoile baissa sa grande tête vers Sophie, soufflant doucement dans ses cheveux comme pour s'assurer que était bien elle. La petite fille entoura son museau de ses bras, lui murmurant des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. « Je crois qu'ils se racontent des secrets », chuchota Madame Dubois à Élise. « Probablement, » sourit cette dernière. « Ils en ont toujours eu. » Les jours suivants établirent une nouvelle routine à la ferme des Moreau. Chaque matin, avant l'école, Sophie passait un moment avec Étoile pour lui donner sa « dose d'amour », comme elle l'appelait. Après les cours, elle participait aux exercices de rééducation, tenant fièrement la longe pendant que Jacques guidait doucement le cheval pour ses premiers pas hésitants. Le docteur Lefebvre venait 2 fois par semaine, observant avec satisfaction les progrès constants d'Étoile. « Il est remarquablement motivé », nota-t-il après 2 semaines de rééducation. La plupart des chevaux se découragent plus rapidement face à la douleur. « C'est parce qu'il sait pourquoi il fait tout ça », répondit Sophie avec assurance. « Il veut redevenir fort pour pouvoir se promener avec moi dans les champs. » Malgré ces progrès encourageants, tout n'était pas facile. Il y eut des jours où Étoile semblait régresser, refusant de poser sa jambe blessée au sol, montrant des signes d'inconfort accru. Des moments où Jacques, épuisé par les soins constants et la gestion de la ferme, doutait de leur capacité à mener cette rééducation jusqu'au bout. Un soir, particulièrement difficile après une journée où Étoile avait montré des signes de douleur inquiétants, Jacques s'effondra sur une botte de foin dans la grange, la tête entre les mains. « Et si on n'y arrive pas ?» murmura-t-il à Élise, qui venait le rejoindre. « Et si tout cet effort, tout cet argent, tout cet espoir n'aboutissent à rien ?» Élise s'assit à côté de lui, glissant sa main dans la sienne. « Alors, nous aurons essayé. Nous aurons fait tout notre possible. C'est déjà une victoire en soi. Tu ne crois pas ?» Avant que Jacques puisse répondre, un bruit de pas léger les fit se retourner. Sophie se tenait là, en pyjama, ses pieds nus dans ses petites bottes de pluie. « Étoile a besoin de nous, » dit-elle simplement. « Il a peur tout seul dans le noir. » Jacques allait la renvoyer au lit, mais quelque chose dans le regard de sa fille l'arrêta. Cet enfant de 5 ans possédait une sagesse qui, parfois, dépassait la sienne. « Tu as raison, » dit-il en se levant. « Allons lui tenir compagnie. » Ils passèrent la soirée dans le box de Étoile, Jacques et Élise assis sur des bottes de foin, Sophie blottie contre le flanc du cheval, lui lisant à voix haute son livre préféré. Peu à peu, ils virent Étoile se détendre, sa respiration devenir plus profonde et régulière. Cette nuit-là marqua un tournant dans leur approche. Ils comprirent que la guérison d'Étoile ne dépendait pas seulement des médicaments et des exercices physiques, mais aussi de son bien-être émotionnel, de sa volonté de continuer à se battre. Et cette volonté était alimentée par leur présence, leur soutien, leur amour. Parallèlement à la rééducation d'Étoile, d'autres changements prenaient forme dans la vie des Moreau. Henri Dupont, le directeur de la banque, tint sa promesse.
Après plusieurs réunions et l'étude approfondie de leur situation financière, il proposa un plan de restructuration de leurs dettes et un petit prêt d'investissement pour moderniser leur exploitation. Avec la réputation que vous vous êtes forgée ces dernières semaines, votre ferme a un potentiel inexploité, expliqua-t-il lors de leur dernière rencontre. Le tourisme rural est en pleine expansion. Des familles paieraient pour passer une journée ici, voir les animaux, découvrir votre histoire. Notre histoire, étonna Jacques. L'histoire d'Étoile et Sophie est devenue un symbole, monsieur Moreau. Les gens veulent croire en ce genre de récit, la rédemption, le courage, la communauté qui se rassemble pour une cause noble. Et vous avez tout cela ici même. L'idée de transformer partiellement leur ferme traditionnelle en un lieu d'accueil pédagogique semblait étrange au début. Mais plus Jacques et Élise y réfléchissaient, plus elle faisait sens. Cela créerait une source de revenus supplémentaires tout en permettant à Étoile, une fois rétablie, de jouer un nouveau rôle adapté à sa condition. Le printemps arriva, transformant la campagne normande en un tableau vivant de verts tendres et de fleurs sauvages. 3 mois s'étaient écoulés depuis le retour d'Étoile à la ferme, et chaque jour apportait de petites victoires dans sa longue bataille pour la guérison. Un matin d'avril particulièrement radieux, Jacques contemplait sa ferme depuis le sommet de la colline voisine. Le spectacle qui s'offrait à lui aurait été inimaginable quelques mois plus tôt. Là où ne s'étendaient autrefois que des champs laborieusement cultivés, on voyait maintenant un patchwork de nouveaux espaces. Un petit verger de pommiers fraîchement plantés, un jardin potager pédagogique aux formes géométriques amusantes, un enclos accueillant où broutaient paisiblement 2 chèvres récemment adoptées, et surtout un paddock spécialement aménagé où Étoile, sous la supervision attentive de Sophie, effectuait ses exercices quotidiens. « Oh, c'est incroyable, n'est-ce pas ?» La voix d'Élise le tira de sa contemplation. Elle venait de le rejoindre, portant 2 tasses de café fumant. « Parfois, je me demande si tout cela est réel, » admit Jacques, en acceptant la tasse qu'elle lui tendait. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 6 mois que notre ferme au bord de la faillite deviendrait... » « Ça, la ferme de Étoile, » sourit Élise, prononçant le nouveau nom qu'ils avaient choisi pour leur exploitation transformée. Le changement avait commencé presque naturellement. Après le retour d'Étoile, des familles du village, puis des communes voisines, avaient commencé à venir spontanément le week-end pour prendre des nouvelles du célèbre cheval et de sa petite protectrice. Sophie, avec son talent naturel pour raconter des histoires, s'était improvisée guide, expliquant fièrement les progrès de son ami à 4 pattes. Un jour, une mère avait timidement proposé de payer pour que son fils puisse passer plus de temps avec les animaux. L'idée avait germé, et avec l'aide du banquier Henri Dupont, de Madame Dubois et de plusieurs autres habitants du village, un projet avait pris forme. Transformer une partie de la ferme en un espace éducatif où les enfants pourraient découvrir la vie rurale, apprendre le respect des animaux et de la nature. Notre premier groupe scolaire arrive lundi, rappela Élise. 28 élèves de CE1 de l'école de Saint-Lambert. Jacques hocha la tête, un mélange d'excitation et d'appréhension lui nouant l'estomac. « Tu crois qu'on est prêt ? On le sera !» affirma Élise, avec cette assurance tranquille qui avait toujours été sa force. L'enclos des poules est terminé, le parcours pédagogique est balisé et Sophie a répété son discours de bienvenue au moins 100 fois devant le miroir. Ils rirent ensemble, imaginant leur fille dans son nouveau rôle officiel de plus jeune guide de France, comme l'avait surnommé affectueusement le journal local dans son dernier article sur la ferme. En contrebas, près du paddock, une scène familière se déroulait. Sophie, dans ses bottes en caoutchouc rose et son petit gilet portant le logo fraîchement créé de la ferme, guidait Étoile le long d'un parcours d'obstacles très bas. Le docteur Lefebvre, qui venait maintenant 1 fois par semaine, observait attentivement, chronomètre en main. « Allons voir où ils en sont », proposa Jacques,
En approchant du paddock, ils purent constater les progrès remarquables de Étoile. Bien que sa démarche restât inégale, avec une boiterie prononcée de la jambe avant droite, il se déplaçait avec une assurance croissante. Le système de harnais conçu par le docteur Lefebvre, qui soutenait partiellement son poids du côté blessé, lui permettait de marcher plus longtemps sans douleur excessive. Excellent timing aujourd'hui, les accueillit le vétérinaire avec un sourire satisfait. 3 minutes et 20 secondes pour le parcours complet, c'est son meilleur temps. Vous avez vu, papa? Vous avez vu comment il a passé la barre sans la toucher? S'exclama Sophie, radieuse de fierté. J'ai vu, ma puce. C'est impressionnant. Le docteur Lefebvre les prit à part pendant que Sophie récompensait Étoile avec quelques carottes soigneusement coupées en bâtonnets. Je suis très satisfait de ces progrès, déclara-t-il. La masse musculaire se développe bien autour de la jambe blessée, ce qui compense partiellement la faiblesse osseuse. Il ne sera jamais complètement guéri, bien sûr, mais sa qualité de vie est excellente. Et pour son nouveau rôle, demanda Élise, faisant référence au projet qui leur tenait particulièrement à cœur. Je pense qu'il est prêt, confirma le vétérinaire. Tant que les sessions sont courtes et que vous utilisez le harnais de soutien, Étoile peut absolument commencer sa carrière de cheval thérapeutique. Cette nouvelle perspective pour Étoile était née d'une visite inattendue 2 mois plus tôt. Une éducatrice spécialisée travaillant avec des enfants handicapés avait lu l'histoire de Étoile et avait contacté les Moreau. Elle leur avait parlé des bienfaits de l'aile et équithérapie et avait suggéré qu'Étoile, avec son tempérament doux et sa propre expérience du handicap, pourrait devenir un partenaire idéal pour des enfants aux besoins spécifiques. L'idée avait immédiatement séduit toute la famille. Jacques s'y voyait une façon pour Étoile de continuer à travailler, à être utile, mais d'une manière adaptée à sa nouvelle condition. Sophie était enchantée à l'idée que son amie puisse aider d'autres enfants, et Élise y reconnaissait une opportunité de donner encore plus de sens à leur nouvelle aventure. Après une formation accélérée avec des professionnels de l'équithérapie et quelques adaptations supplémentaires à la ferme, pour la rendre accessible aux enfants à mobilité réduite, ils étaient presque prêts à lancer ce nouveau volet de leurs activités. Odéon pourrait commencer la semaine prochaine, après la visite des écoliers, suggéra Élise. J'ai déjà 3 familles intéressées qui attendent notre feu vert. En rentrant vers la maison pour le déjeuner, ils croisèrent Chloé, la nièce de Madame Dubois, qui avait temporairement quitté son emploi parisien pour les aider à mettre en place la communication de la ferme et de la fondation. Installée à une table sous un pommier, son ordinateur portable devant elle, elle leur fit de grands signes. « Ah, vous tombez bien, j'ai des nouvelles extraordinaires. Le site web est enfin en ligne ?» demanda Élise. « Mieux que ça. Vous vous souvenez de ce magazine national sur les animaux à qui j'avais envoyé l'histoire des Étoiles? Ils ne veulent pas seulement la publier, ils veulent en faire leur couverture du mois prochain. Et ils associeront l'article au lancement officiel de la Fondation. La Fondation Étoile de Sophie avait été officiellement créée 2 mois plus tôt, avec l'aide d'un avocat bénévole et le soutien de plusieurs entreprises locales. Son objectif était simple, utiliser les fonds excédentaires de la cagnotte initiale ainsi que de nouvelles donations pour aider financièrement des propriétaires d'animaux en difficulté à payer les soins vétérinaires nécessaires. Déjà, 4 cas avaient été pris en charge. Un chat renversé par une voiture dont les propriétaires, une famille monoparentale, ne pouvaient pas payer l'opération d'urgence. Un âne maltraité, saisi par les services vétérinaires qui nécessitaient des soins spécialisés. Une chèvre appartenant à une petite exploitation bio, blessée lors d'un orage. Et un vieux chien de berger souffrant d'arthrite sévère, fidèle compagnon d'un berger à la retraite aux revenus modestes. Une couverture nationale, murmura Jacques, encore peu habitué à cette médiatisation croissante de leur histoire. Sophie va être aux anges. En parlant de Sophie,
dit Chloé en baissant légèrement la voix, j'ai aussi reçu plusieurs demandes de éditeurs jeunesse. Ils sont intéressés par l'idée d'un livre pour enfants racontant l'histoire de Étoile avec Sophie comme narratrice. Jacques et Élise échangèrent un regard. Leur petite fille, auteure à 5 ans, l'idée semblait folle et pourtant, après tout ce qu'ils avaient vécu ces derniers mois, plus rien ne paraissait impossible. On lui en parlera ce soir, décida Élise. Mais je connais déjà sa réponse. Le week-end suivant vit l'inauguration officielle de la ferme de lait Étoile. Une modeste cérémonie avait été organisée avec ruban à couper et discours du maire. Les journaux locaux étaient présents, ainsi qu'une petite équipe de la chaîne régionale. Mais les véritables stars de l'événement étaient sans conteste Sophie et Étoile. Vêtue d'une jolie robe bleue et de ses éternelles bottes en caoutchouc, elle avait catégoriquement refusé de les enlever, même pour cette occasion spéciale. Sophie se tenait fièrement à côté d'Étoile, qui portait pour l'occasion un collier de fleurs tressé par les enfants du village. « Bienvenue à la ferme de L. Étoile », déclara-t-elle d'une voix claire au petit micro qu'on lui avait installé. « Je m'appelle Sophie, j'ai 5 ans et 3/4, et voici mon meilleur ami, Étoile. » Un murmure attendri parcourut l'assistance, tandis que la petite fille poursuivait son discours soigneusement préparé. Avant, Étoile était un cheval de travail. Puis il s'est blessé, et mon papa a eu peur de ne pas pouvoir payer le docteur. Alors il a fait une grosse erreur. Elle jeta un regard à son père, qui hocha la tête pour l'encourager à continuer. Mais ensuite, on a réparé cette erreur ensemble. Et plein de gens gentils nous ont aidés. Maintenant, Étoile a une nouvelle vie. Il est différent d'avant. Il marche un peu bizarrement, mais il est toujours brave et gentil. Elle caressa l'encolure du cheval, qui baissa doucement la tête vers elle, comme pour approuver ses paroles. À la ferme, on va apprendre aux enfants que les animaux sont nos amis, et aussi que quand on fait des erreurs, on peut les réparer si on est courageux et si on demande de l'aide. Et avec notre fondation, on va aider d'autres animaux malades dont les maîtres n'ont pas assez d'argent pour les soigner. Elle fit une petite pause, puis ajouta avec une gravité touchante « Parce que personne ne devrait être abandonné juste parce qu'il est cassé ou différent. » Il y eut un moment de silence ému, puis les applaudissements éclatèrent, certains adultes essuyant discrètement une larme. Jacques, debout à l'écart, sentit la main d'Élise serrer la sienne. « Notre fille est incroyable », murmura-t-elle. « Elle tient ça de sa mère », répondit-il avec un sourire tendre. La journée d'inauguration fut un succès au-delà de leurs espérances. Plus de 200 visiteurs défilèrent, découvrant les différents espaces de la ferme pédagogique, assistant à des démonstrations de Étoile dans son nouveau rôle et contribuant généreusement à la fondation. Le soir venu, épuisés mais heureux, les Moreau s'accordèrent un moment de calme sur le perron de leur maison, contemplant leur ferme transformée dans la douce lumière du crépuscule. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit la nuit où on a retrouvé Étoile ?» demanda soudain Élise. « Que la vraie force n'est pas de tout porter seul, mais d'avoir le courage de partager le fardeau ?» Jacques hocha la tête, surpris qu'elle se rappelle ses paroles exactes. « Je crois que nous avons créé quelque chose qui va bien au-delà de ça, » continua-t-elle. « Nous n'avons pas seulement partagé notre fardeau avec la communauté. Ensemble, nous l'avons transformé en quelque chose de beau, de positif, qui aide les autres à porter le leur. » « C'est vrai, » acquiesça Jacques, méditant sur cette idée. « C'est comme si mon erreur la plus honteuse était devenue, d'une certaine façon, le catalyseur de notre plus belle réussite. » Un hennissement doux leur parvint depuis la grange, où Sophie lisait probablement sa traditionnelle histoire du soir à Étoile. Ce rituel, né pendant les jours difficiles de la convalescence, s'était maintenu, devenant un moment sacré que rien ne pouvait interrompre. « Tu sais, » dit Jacques après un moment de silence contemplatif, « je me demande parfois si tout cela serait arrivé si je n'avais pas abandonné Étoile ce jour-là. »
Élise réfléchit un instant avant de répondre. Peut-être pas exactement de cette façon. Mais je crois que Sophie et Étoile avaient un lien spécial depuis le début. D'une manière ou d'une autre, je pense que leur destin était entrelacé. Tu deviens mystique, la taquina gentiment Jacques. Peut-être, sourit-elle, ou peut-être que certaines choses dépassent simplement notre compréhension rationnelle. Comme le fait qu'une petite fille de 5 ans puisse retrouver seule un cheval abandonné à des kilomètres de chez elle, en pleine nuit, en suivant ce qu'elle appelle son appel. Jacques n'avait pas de réponse à cela. Certains mystères, peut-être, étaient destinés à rester des mystères, et était bien ainsi. Une semaine plus tard, le premier groupe d'enfants, en situation de handicap, visita la ferme pour une séance de équithérapie avec Étoile. Parmi eux se trouvait Léa, une petite fille de 8 ans atteinte de paralysie cérébrale, qui n'avait jamais approché un animal aussi grand auparavant. Terrifiée au début, elle refusait même de s'approcher du paddock où Étoile attendait paisiblement, équipée de son harnais spécial. C'est alors que Sophie, avec cette intuition particulière qui la caractérisait, s'approcha d'elle. « Étoile a aussi très peur parfois », lui confia-t-elle à voix basse. Surtout quand le docteur doit toucher sa jambe qui lui fait mal. Mais je lui tiens la tête et je lui raconte des histoires et il devient courageux. Elle tendit sa petite main à Léa. « Tu veux qu'on soit courageuses ensemble ?» Jacques et Élise, observant la scène à distance, retinrent leur souffle. Lentement, Léa avança sa main et saisit celle de Sophie. Pas à pas, les deux fillettes s'approchèrent d'Étoile qui, comme s'il comprenait l'importance du moment, resta parfaitement immobile, son grand œil doux fixé sur les enfants. « Tu peux le toucher ici ?» indiqua Sophie, guidant la main de Léa vers l'encolure d'Étoile. C'est son endroit préféré pour les caresses. Le contact de la petite main tremblante sur son pelage sembla apaiser aussi bien l'enfant que le cheval. Un sourire incertain, puis radieux, illumina le visage de Léa. « Il est tout doux », murmura-t-elle avec émerveillement. À la fin de la séance, après avoir été délicatement installée sur le dos d'Étoile pour un court trajet, Léa ne voulait plus partir. Ses parents, les larmes aux yeux, expliquèrent que était la première fois qu'ils la voyaient aussi détendue, aussi confiante. « C'est le début d'une belle amitié », déclara solennellement Sophie, répétant sans le savoir une phrase que son père avait prononcée le jour où il avait ramené Étoile à la ferme, 4 ans plus tôt. Ce soir-là, après avoir bordé Sophie qui était endormie au milieu d'une phrase, épuisée par sa journée de travail, Jacques fit un détour par la grange avant de rentrer à la maison. Étoile somnolait paisiblement, sa jambe blessée légèrement surélevée grâce à un système ingénieux conçu par le docteur Lefebvre. « Tu as fait du bon boulot aujourd'hui, mon vieux », murmura Jacques en caressant son front, à l'endroit exact où la tache blanche en forme d'étoile qui lui avait donné son nom brillait dans la pénombre. « Tu as trouvé ta nouvelle vocation. » Le cheval entr'ouvrit un œil, semblant reconnaître et apprécier le compliment. Jacques sourit, se rappelant à l'époque où il ne voyait en Étoile qu'un outil de travail, un investissement. « On a tous les deux changé, n'est-ce pas ?» continua-t-il doucement. « Et je crois que c'est pour le mieux. » Tandis qu'il quittait la grange, refermant délicatement la porte derrière lui, Jacques réalisa qu'au-delà de la transformation physique de leur ferme, de la création de la fondation et de tous les événements extraordinaires des derniers mois, le changement le plus profond et le plus significatif, était produit en lui-même. 1 an plus tard, par un lumineux matin de novembre, Jacques Moreau se tenait au même endroit où 12 mois plus tôt, il avait pris la décision déchirante d'abandonner Étoile. Le pré, autrefois isolé et désolé, avait été transformé. Une simple plaque en bois sculptée y avait été installée, portant une inscription qui avait été soigneusement rédigée par Sophie elle-même. Ici commence l'histoire de Étoile et Sophie. Parce que les erreurs peuvent devenir des miracles quand on a le courage de les réparer. Ce lieu, qui avait été le théâtre du moment le plus sombre de sa vie,
était devenu un symbole d'espoir et de rédemption, la première étape d'un parcours pédagogique que les visiteurs de la ferme de l'Étoile pouvaient désormais suivre. « Papa, tu es prêt? Les journalistes vont arriver !» La voix de Sophie le tira de sa contemplation. Sa fille, qui venait de fêter ses 6 ans, portait fièrement son uniforme officiel de co-directrice junior de la ferme pédagogique. Salopette en jean avec le logo de la ferme brodé, bottes en caoutchouc, rose toujours, et un petit carnet accroché à sa ceinture pour noter les idées importantes. « J'arrive, ma puce », répondit-il en lui tendant la main. La ferme de l'Étoile s'apprêtait à célébrer son premier anniversaire, et l'événement avait pris une ampleur que personne n'aurait pu imaginer. Le succès de leur initiative avait dépassé toutes les espérances. En 12 mois, plus de 5000 visiteurs avaient franchi leurs portes. La fondation avait aidé 37 animaux en détresse. Et leur programme d'équithérapie accueillait désormais des enfants venant de toute la région. Le livre « Étoile et moi », racontant l'histoire du cheval blessé à travers les yeux de Sophie, était devenu un best-seller dans la catégorie jeunesse. Traduit en 5 langues, il avait inspiré un programme éducatif sur l'empathie envers les animaux, désormais utilisé dans plusieurs écoles primaires à travers la France. Et aujourd'hui, une équipe de télévision nationale venait tourner un documentaire sur cette aventure extraordinaire qui avait commencé par un acte de désespoir et était transformé en une véritable épopée de solidarité. En retournant vers la ferme, Jacques et Sophie croisèrent Monsieur Leroy qui s'affairait à installer des bancs supplémentaires pour la cérémonie d'anniversaire. « Ah, voilà notre héroïne !» s'exclama le vieil homme en voyant Sophie. « Prête pour ton grand jour, jeune fille ? » ?»« Oui, mais j'ai un peu peur, » admit-elle. « Et si j'oublie ce que je dois dire devant la caméra ? » ?»« Alors tu diras autre chose, » répondit simplement Monsieur Leroy. « Les meilleures paroles sont celles qui viennent du cœur, pas celles qu'on apprend par cœur. » Sophie médita cette sagesse pendant quelques instants, puis hocha solennellement la tête. « Je vais parler avec mon cœur, alors. » Au centre de la ferme, l'effervescence régnait. Élise coordonnait une équipe de bénévoles pour les derniers préparatifs, tandis que le docteur Lefebvre et Mathilde vérifiaient que Étoile était prêt pour son apparition spéciale. Le cheval avait lui aussi beaucoup changé en un an. Son pelage avait retrouvé tout son lustre. Sa musculature était rééquilibrée pour compenser sa jambe blessée. Et il portait avec une dignité presque humaine son nouveau statut de thérapeute équin. Sa boiterie était toujours visible, mais elle faisait désormais partie intégrante de son identité, une marque de son histoire, de son parcours, de sa résilience. Pour l'occasion, il avait été décoré avec soin. Sa crinière tressée de rubans colorés portait des messages d'espoir écrits par les enfants qui avaient bénéficié des séances de équithérapie. « Comment va notre star ?» demanda Jacques en s'approchant. « En pleine forme », répondit le docteur Lefebvre avec un sourire satisfait. « J'avoue que j'ai encore du mal à croire à quel point il s'est adapté à sa nouvelle vie. La plupart des chevaux auraient développé des comportements problématiques après un tel traumatisme. Mais lui, il a Sophie, compléta Jacques, regardant sa fille qui venait de se précipiter vers Étoile pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille, probablement ses inquiétudes concernant son discours. C'est plus que ça, réfléchit le vétérinaire. Je crois qu'Étoile a compris qu'il avait une nouvelle mission. Les animaux sont bien plus intuitifs et résilients que nous ne le pensons souvent. Ils vivent dans le présent sans s'appesantir sur le passé. Une leçon que nous, humains, avons parfois du mal à apprendre, admit Jacques. L'événement fut un succès retentissant. Le reportage, diffusé en direct sur une chaîne nationale, présenta la ferme de l'Étoile comme un modèle d'innovation sociale et environnementale. Le maire annonça que leur initiative avait inspiré 2 autres projets similaires dans la région, créant un véritable réseau de fermes pédagogiques et thérapeutiques.
Le moment le plus émouvant de la journée fut sans conteste lorsque Léa, la petite fille qui avait été la première bénéficiaire des séances d'équithérapie, fit quelques pas sans son déambulateur pour rejoindre Étoile et Sophie devant les caméras. Ses parents expliquèrent avec émotion que la confiance gagnée au contact du cheval avait transformé leur fille, l'encourageant à dépasser ses limites. Le soir venu, après le départ du dernier visiteur, la famille Moreau et leurs plus proches amis se réunirent dans la grange pour un dîner intime. Autour de la table se trouvait le docteur Lefebvre et Mathilde, Monsieur Leroy, Madame Dubois, Henri Dupont, le banquier qui était devenu un ami précieux, et bien sûr Étoile, qui observait la scène depuis son box spécialement aménagé. « Je voudrais porter un toast », déclara Monsieur Leroy en levant son verre, à Jacques et Élise, qui ont transformé une épreuve en opportunité, à Sophie, qui nous a tous rappelé le pouvoir de l'amour inconditionnel, et à Étoile, qui prouve chaque jour que nos blessures ne définissent pas qui nous sommes, mais plutôt ce que nous choisissons d'en faire. Après le repas, alors que les conversations se poursuivaient joyeusement, Jacques S. éclipsa discrètement pour rejoindre Étoile dans son box. Le cheval l'accueillit avec un léger hennissement de reconnaissance. « Qui aurait cru qu'on en arriverait là, toi et moi ?» murmura Jacques, caressant l'encolure puissante du percheron. « Quand je pense à ce que j'ai failli perdre ce jour-là, tu sais ce que je crois, papa ?» Jacques se retourna, surpris. Sophie se tenait dans l'encadrement de la porte, son petit visage sérieux dans la pénombre. « Quoi donc, ma puce ? Je crois qu'Étoile t'a pardonné depuis longtemps. Maintenant, c'est à toi de te pardonner. Cette sagesse, si simple et pourtant si profonde, venant de cet enfant de 6 ans, laissa Jacques sans voix. Il ouvrit les bras et Sophie vint s'y blottir. « Tu es extraordinaire, tu le sais ça ?» dit-il, la gorge nouée par l'émotion. « Pas vraiment », répondit-elle avec un haussement d'épaule. « Je sais juste écouter ce que les cœurs disent, même quand les bouches ne parlent pas. » Ils restèrent ainsi un moment, dans le silence paisible de la grange, le père et la fille enlacés sous le regard bienveillant d'Étoile. Dehors, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, des points de lumière dans l'obscurité, comme autant de promesses que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut trouver son chemin. Quelque part dans la campagne normande, une petite ferme qui avait failli sombrer était devenue un phare d'espoir et de guérison. Un homme qui avait cédé au désespoir avait redécouvert sa propre humanité. Une petite fille au cœur pur avait montré à tous le pouvoir transformateur de l'amour et de la détermination, et un cheval blessé, abandonné puis sauvé, avait trouvé une nouvelle raison d'être en aidant d'autres âmes blessées à retrouver leur chemin. C'était l'histoire de Étoile et Sophie, une histoire qui ne faisait peut-être que commencer.